There goes that news van again. Act like you're new, like toucan salmon them. He eat rappers like part of a complete breakfast. Their rhymes ain't worth the weight of their cheap necklace. String them up, bring them up on the whack jump snack. Get that out your hand, punk, jump and get your dunk smacked. Foul, we all know the rules, bro. You slow, you blow the super, you fools. Heels on boss like you go. Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, Abidenix, bonjour ou bonsoir. Donc c'est avec un petit ton grave que je fais cette entrée en matière. Une pensée pour MF Doom, gros supporter d'Enix, donc rappeur qui nous a quittés en ce début d'année. Et on voulait quand même lui rendre hommage, ainsi qu'à tous les fans d'Enix. C'est une année très difficile, et sans parler pour autant de 2020. Bref, sur ces paroles, qu'il repose en paix, mais on a quand même plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec Johanny. Salut Johanny. L'équipe du podcast est de retour. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Salut les gars. Les gars, quand même, malgré tout, on a le ton grave, mais on est quand même enjoué. On a essayé de retrouver nos Knicks. On va en parler plus longuement, mais on les trouve un peu plus compétitifs, malgré un bilan négatif. On aura le loisir de revenir un peu sur ce début de saison. Donc on va aborder des thématiques. Première thématique, c'est le ressenti de chacun sur ce début de saison. Et ensuite, faire un petit focus poste par poste sur notre effectif. Donc déjà, pour installer un petit peu la trame, les Knicks, c'est 10e à l'Est. C'est 9 victoires pour 13 défaites. Ça reste sur 2 matchs perdus. À l'heure où on enregistre, on vient d'enregistrer une défaite face aux Bulls en back-to-back, suivant la défaite des Clippers. Et on reste sur une tendance de 4 victoires et 6 défaites sur les 10 derniers matchs. Donc messieurs, déjà votre ressenti pour faire un peu la liaison avec notre podcast précédent où on a évoqué nos attentes. Le premier ressenti est positif par rapport aux dernières saisons. Il y a déjà un gros kiff de regarder notre équipe jouer. C'est déjà très bien. C'est pas forcément une pure chaque match comme on a pu le ressentir sur les dernières années. On peut d'ailleurs sentir par ici, par là des ondes positives pour les fans d'Enix un petit peu sur les réseaux et sur les différents suiveurs de la NBA. Donc ça, c'est agréable. Le premier ressenti, je vais en parler, c'est ce qu'on revoit au niveau du coaching grâce à Mr. Thibodeau. Je n'étais pas spécialement le plus gros fan de son arrivée, mais force est de reconnaître. Ah bon Force est de reconnaître qu'il y a du changement. J'ai encore des critiques, j'ai encore des petites réserves, mais bon, il fait vraiment du bien. L'équipe est très forte en défense, on est la meilleure de la ligue sur pas mal de catégories, et ça, c'est vraiment un gros kiff. Il y a une structure qui est là, il y a des rotations qui sont claires et qui sont logiques dans l'ensemble. Donc déjà, ça, c'est très agréable. Deuxième chose qui est vraiment très agréable, c'est de faire un petit peu la nique à tous les pronostiqueurs et à tous les experts NBA sur YouTube qui mettaient New York dernier. Parce que moi, je me rappelle que lors de notre procédant podcast, on n'avait pas dit qu'on serait champion NBA ni en play-off, mais on est bien d'accord. Ouais. On avait dit quand même qu'il y avait matière à faire quelque chose, que ça pouvait cliquer, que l'effectif n'était pas si dégueulasse que tout le monde voulait nous le prédire. Et ce qu'on voit depuis ce début de saison, c'est qu'il y a eu des nouveaux suceurs d'Enix qui sont arrivés sur les réseaux et ça fait. Oui, je le dis, voilà. Je dénonce. Mais non. Ou sinon des ex qui refont sur place. Les fans des Nets qui ressortent leur t-shirt Knicks. Les fans des Nets, t'en connais vraiment, toi? Les fans des Nets dans la même phrase, est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Voilà. À part troller, non, sérieusement, le côté positif qui ressort, c'est que oui, ça fait du bien de voir une équipe qui joue, ça fait du bien de voir une équipe qui défend bien. Ça fait du bien de voir des matchs où il n'y a pas de blowout non plus à chaque match et ça, c'est agréable. Comme je te l'ai dit, des rotations, de voir des jeunes qui évoluent, pour la plupart dans le bon sens, d'autres c'est plus compliqué, on fera peut-être un tour tout à l'heure sur les cas par cas. Donc voilà, c'est un ressenti qui est vraiment agréable. Et je te dis, quand tu te lèves à 3h du matin et que tu regardes un match, tu es content de le regarder, tu es content de voir jouer nos Knicks, je suis content de ce que je vois, je suis content du bilan aussi comptable, puisque rappelle-moi, on est à 9-13, c'est ça l'eau? Ouais, tout à fait, ouais. 9-13, personne ne pensait qu'on serait à 9-13.
Donc c'est agréable. Et en plus, vu le contenu des matchs, on pourrait être plus haut que 9-13. Donc non, c'est agréable. C'est un début de saison satisfaisant. Il pourrait être meilleur, parce qu'on va commencer à être gourmand, il pourrait être meilleur. Et puis, il y a une équipe qui joue en noir et blanc, qui est dégueulasse à côté de nous, donc ça fait... Qui est dégueulasse, mais qui est quand même 3e à l'Est. Hein, ouais, mais c'est le contenu, et ça va, et tu verras, ça sera pas formidable. Je ne sais pas si on aimerait être à leur place, mais il y a une équipe qui attaque à New York, et il y a une équipe qui défend. On vous laissera savoir qui est qui, mais c'est une opposition de style, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même star system, c'est pas le même drama, hein, parce que ça y est, il y a déjà eu du drama à New York, mais c'était de l'autre côté du pont cette fois-ci. C'est voilà, Monsieur Kyrie qui était parti. La terre est plate d'un côté, la terre est ronde de l'autre. Voilà. Et Monsieur James Harden qui a fait le forcing pour arriver là où il voulait être, à savoir dans une équipe mieux entourée que ce qu'il avait à Houston. Donc, bonne chance à eux, on va dire ça comme ça. Parlons de Nonix, laissons les voisins tranquilles, laissons-les dans leur salade. Non, mais voilà, oui, une belle équipe cette année. Enfin, une belle équipe. On a des moyens limités, mais on a de l'envie, on a de la discipline, on a de la défense. Et je crois que c'est Julius Randle qui le disait, cette année, chaque match, on le joue pour le gagner. C'est pas qu'est-ce qui va se passer, qui va avoir du temps de jeu ou pas. Les rotations sont quand même relativement claires. On a quasiment le même starting five à chaque rencontre. Il y a eu quelques absences pour blessures qui ont fait des ajustements, mais autrement, on a un 5 qui est lisible, clair. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Certains voudraient des changements. On va en parler tout à l'heure. Mais globalement, non, on a une équipe installée qui lâche rien. Oui, elle n'est pas hyper talentueuse. Oui, il y a des problèmes d'adresse. On n'est pas la meilleure attaque, mais parce qu'aussi on défend dur. Donc forcément, les possessions sont mieux défendues, les possessions adverses. Donc ça laisse moins de tickets shoot à la fin de la rencontre, tout simplement. Donc c'est ça qui fait aussi qu'on a un bilan qui est plutôt honorable. Oui, dans le lot, on a laissé tomber des matchs qu'on aurait dû prendre, à mon sens. Il y a certains adversaires, Charlotte, là les Bulls hier soir, où c'était largement prenable. On n'a pas eu un calendrier si évident que ça, parce que quand même le début de saison était plutôt costaud. Et ils s'en sont plutôt bien sortis, donc avec pas mal de déplacements. On est sorti d'un road trip à l'ouest avec 4 matchs, pas des plus simples. Surtout sur une année où... globalement, la NBA, les différentes équipes, les joueurs disent c'est compliqué parce que les déplacements, c'est road trip, mais tu restes dans ta chambre, quoi. Donc... Pour renforcer ce que tu dis, c'est 9 matchs à domicile et 13 à l'extérieur, à l'heure où on parle. Ouais, donc voilà, 9 victoires, 13 défaites. Alors, on n'a pas gagné 100% des matchs au Garden, ça serait autrement, et on n'a pas perdu 100% de nos matchs à l'extérieur, mais il y a un petit déséquilibre sur ce début de saison entre les matchs à l'extérieur et les matchs à domicile. Je ne sais pas si quand on retrouvera un peu plus de matchs au Garden, on aura aussi plus de victoires. Ça, c'est pas assuré non plus. Mais c'est à prendre en compte. Voilà, c'est un début de saison, un calendrier qui est plutôt compliqué, pour lequel le bilan est plutôt honorable. Et dans la manière, surtout, moi, c'est ce que je regarde cette année, c'est la manière. Ça me pose pas de problème réellement de perdre, d'avoir une défaite à l'issue d'un match contre les Clippers, quand on joue les yeux dans les yeux avec eux sur quasiment toute la rencontre. On n'a pas le même effectif, on ne peut pas rivaliser, on n'a pas la même profondeur de banc, on n'a pas le même talent sur les joueurs clés. On n'a pas les mêmes attentes aussi. On n'a pas les mêmes attentes, clairement. Oui, pas la même pression. On aimerait, mais on n'a pas le même objectif à la fin de cette saison. Et pour autant, il y a match. C'est un match qui se regarde, qui est plaisant, et on se dit, pourquoi pas, voilà. Il y a de l'espoir jusqu'à la fin de la rencontre. Et puis tu sens que les Clippers... pas rassuré de nous jouer jusqu'à la fin. Tu sens qu'ils sont sortis quand même un petit peu les doigts et que c'était chaud chez eux aussi. Et ça, c'est agréable de voir que malgré tout, mais les adversaires, quand ils parlent des Knicks, c'est plus comme avant. T'as plus l'impression que c'est la rigolade. C'est ça, mais moi, c'est ça. Moi, en fait, c'est ça que je voulais vraiment appuyer. C'est déjà, on passe d'une équipe taillée, alors parfois à juste titre, à une équipe respectée. Donc ça se sent déjà dans les échanges, dans les interviews d'après-match, notamment des équipes adverses. Tu parlais des Clippers et de la réaction de certains joueurs notamment. Il y a également aussi, tu vois, on voit plus les mecs danser pendant les temps morts au Garden, en train de rigoler devant l'écran géant. Non mais l'attitude, quoi. L'attitude. Le fait, après on parlait également d'état d'esprit, tu vois, ce qu'on avait relevé, ce qui manquait notamment, et c'était nos attentes de ce début de saison, c'était que l'équipe joue avec de la personnalité.
On était tous d'accord, unanimes sur le sujet-là. Et oui, on voit de l'implication, de la personnalité, notamment dans des situations où tu es mené de plus de 15 points. Et ben tu lâches pas. Tu lâches pas, tu continues à exécuter de manière propre, basée notamment sur une défense irréprochable. Et tu vas gratter quelques victoires comme ça en ayant rattrapé un retard monstre en fait. Donc oui, l'attitude change, le point de vue des gens change également. Tu vois, ça me pousse à vous poser une petite question, les gars. Est-ce la fin du Knicks bashing? Non. Enfin. Non. Parce que tu sais quoi? Tant qu'il y aura Dolan. Non, c'est l'argument numéro 1. C'est l'argument numéro 1. Et mais... même, ça fait cliquer les Knicks. Donc, le Knicks bashing, elle fait cliquer. On en parle même en France. Il y a des sites qui aiment bien mettre les Knicks en avant pour les défoncer, mais juste pour faire cliquer parce que il y a plus de clics chez les Knicks que chez les Grizzlies. Nous, on avait, dans notre dernier podcast, les gars, je me rappelle très bien d'un truc. Ce qu'on se disait, c'est que nous, ce qu'on a besoin cette année, c'est que l'équipe ait de la personnalité. On l'a. Que l'équipe soit positive, on l'a, et qu'elle donne envie de construire et peut-être donner envie à d'autres joueurs de venir rejoindre. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est ça, c'est que quand on entend Kawhi après le match, il n'a pas dit qu'il allait venir au Knicks, rien à voir, mais il parle de certains joueurs en disant ils ont de la personnalité, ils n'ont rien lâché. Il a fait des gros compliments sur R.J. Barrett notamment. On en parlera spécifiquement après des cas. Mais tu vois, les adversaires et donc forcément les joueurs de la Ligue ont une autre image de notre équipe. Et aujourd'hui, je suis désolé, tu ne te dis pas « Ah, c'est le bordel ». Non, c'est pas le bordel. Les Knicks, ok, ça défend, ça lâche rien. Il y a des petits jeunes, il y a un groupe qui se dégage. Voilà l'image qu'on a. Il y a des équipes, et je ne parle pas des Nets ou quoi que ce soit, mais il y a des équipes, c'est bien plus le bordel que chez nous. Chez nous, en ce moment, le truc que tu as quand tu regardes les Knicks de l'extérieur, c'est oui, il y a des défaites. Joe l'a très bien dit, il y a des matchs on a accroché, d'autres pas. Mais tu te dis, c'est carré. Tu te dis, il y a un vrai leader qui est Thibodeau, qui est vraiment une très bonne... C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui partent de là. Hein. C'est ça, Thibodeau, ses assistants coach aussi, et ça, je tiens à féliciter Joe, ou je crois que c'est Joe qui avait parlé des assistants coach de Kentucky, où je ne connaissais pas trop ceux qui avaient rejoint, mais qui font du bien à notre équipe, parce qu'on a beaucoup de joueurs de Kentucky, je pense que ça leur permet d'avoir un cocon, et ça, on le voit vraiment si tu regardes bien les matchs, que pendant les temps morts, ou après certaines phases de jeu, c'est pas Thibodeau qui va parler aux gars, c'est ces coachs-là qui prennent les jeunes, leur expliquent, tu vois, et ça les rassure, ça leur permet d'évoluer. En plus, on a des gars qui ont l'air d'être plutôt bien encadrés, qui n'ont pas l'air de jouer les stars et de se rebeller ou d'avoir une attitude de con, ce qui est déjà plutôt bien. Donc, tu vois, on a vraiment, par rapport aux autres saisons, on a vraiment quelque chose de positif et une ligne de conduite qui est tracée et qui en ressurgit par rapport aux autres équipes. Et ça, c'est vraiment important. Et justement, ce qui est appréciable, en fait, c'est le fait que les victoires et l'attitude et la dynamique changent du côté de la mentalité des joueurs, déjà avant toute chose, et aussi de par les résultats. Ça permet justement au staffing de gagner du temps. C'est-à-dire que là, les mecs ont la certitude d'avancer dans la bonne direction. Ça leur permet de travailler beaucoup plus sereinement. Donc, ça valide en fait, en gros, les efforts qui ont été fournis durant l'intersaison. Et voilà, moi j'ai l'impression, et c'est ce qu'on a toujours dit, c'est que au niveau du coaching staff, enfin bref, au niveau de l'organisation globale des Knicks, le fait d'avoir commencé par le front office, voilà, ça prouve que on est vraiment dans la bonne direction. Moi je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Complètement, ouais. Complètement. Il n'y a pas eu un recrutement bling bling, il n'y a pas eu de gros noms, il n'y a pas eu de précipitation. Finalement, à peu de choses près, hein, parce qu'on a changé certains role players par d'autres, mais on est resté sur quasiment la même équipe que l'année dernière, hein, dans l'ossature principale. Hein. On a changé le coaching staff, on a changé les systèmes à base de défense, une attaque plutôt simple, du mouvement de ballon lorsque le ballon est dans les mains des bons meneurs. On va y revenir. Du progrès dans les lancers francs. Ouais, il y a du mieux. Il y a du mieux. Attends, c'est pas parfait, parfois. Non, je suis d'accord, mais il y a du gros progrès quand même. Mais il y a du progrès aussi, tout à fait. T'as beaucoup plus de joueurs qui se présentent sur la ligne. On en reviendra de manière détaillée, mais il y a beaucoup plus de joueurs qui se présentent sur la ligne avec des stats un peu plus fiables au niveau des lancers francs. Il y a Randle qui se présente le plus souvent sur la ligne, là chez nous. Le mec, il a quand même upgrade au niveau de son pourcentage. Bon, on rentrera dans les détails plus tard, mais ça fait partie pour moi des axes de progression. Léon Rose
peut-être fait pas du si mauvais taf, mais encore que moi, je ne suis pas 100% fan aussi. Mais bon, voilà. Mais on voit vraiment la différence d'avoir un mec. Je le redis, j'étais pas fan de Thibodeau, mais il faut vraiment s'incliner sur ce qu'il fait là. C'est quand même du très bon boulot. Mais tu vois, les gars ont eu Fisdale, une blague, et Mike Miller, qui n'était pas une blague, mais qui n'est pas forcément respecté dans la ligue, qui n'a pas un CV, qui n'a pas une aura. Donc, du coup, c'est vrai. Difficile de se faire écouter avec des fortes têtes. Maurice, c'est un joueur que j'aime bien. Randall et tout, c'était compliqué la saison passée. Là, Bobby Portis. Ouais, Bobby Portis et tout, tu vois. Donc, avec un coach qui était un clown et un autre qui, tout le monde savait qu'il n'allait pas rester en plus. Que c'était... En cours de saison, c'est compliqué de changer la façon de jouer. Il a fait le taf malgré tout. Hein. Non, mais Mike Miller, moi, je n'ai rien à dire de négatif sur lui. Il a fait le taf, mais c'est pas l'aura d'un Thibodeau ou d'un gros coach comme ça, avec un caractère aussi. Thibodeau, je pense qu'il a son caractère, c'est sûr. Ah, je kiffe, moi. Juju, regarde, sans parler du fait que Thibodeau ait été installé à l'heure où on aurait reconduit Mac Miller, ça aurait choqué personne, non? Qu'est-ce que t'en penses? Perso, Mike Miller m'aurait pas choqué. Maintenant, je pense que c'est un bon choix d'avoir mis un coach comme Thibodeau parce que tu as des jeunes. Les jeunes, tu vois, c'est quand même assez influençable. Et entre guillemets, Mike Miller n'a pas cette aura. Et malheureusement, dans la NBA, l'aura compte beaucoup. C'est qu'on va dire, le CV l'aura compte beaucoup. Et Thibodeau, la force qu'il a, Thibodeau, c'est les jeunes. On l'avait vu à Chicago, il avait emmené un groupe de jeunes. Et puis aussi, pour tous ceux qui connaissent le basket, le plus facile à travailler, à mettre en place, c'est la défense. L'attaque vient après. Et quand tu n'as pas de talent, la défense, c'est ce que tu as le plus facile à mettre en place. Et donc, pour ceux qui connaissent le basket. Ah ouais, je pense que... Alors, c'est un jeu avec des ballons et des paniers. Voilà. Non, mais c'est applicable à pas mal de sports collectifs. Exactement, mais voilà. Non, mais... Les fondamentaux, autant le jeu d'attaque, c'est compliqué, mais la défense, il y a beaucoup de solidarité, de sacrifice, et c'est la notion quand même d'équipe qui ressort du lot. Oui. L'attaque, tu peux avoir des solistes en attaque, on en a eu, qui sont très forts, mais défendre en équipe, voilà, c'est là où tu soudes le collectif, et je pense que c'est effectivement par ça que Thibodeau a de la réussite, dans les différentes franchises dans lesquelles il est passé, et c'est ce qui commence à prendre forme, et c'est très bien. Et ça apporte du résultat. Et Randall le disait cette saison, il joue peut-être plus pour l'équipe, ça se ressent dans ses stats. Hein. Et en plus, ça lui réussit, ça marche. Ses stats sont bonnes et tout. Voilà, on parle de lui pour des nominations. Donc voilà, c'est aujourd'hui le collectif. Rentrons dans le focus. Rentrons dans le focus, les gars, parce que là, je vous sens hâte. De faire le point joueur par joueur, on va procéder en fait par, on va dire par poste, hein, on va regrouper les joueurs par catégorie. On va commencer par la raquette, hein. De nos deux seuls spécialistes au poste 5, on va dire les 3, 2,5. Hein. Il y a Mitchell Robinson évidemment, Nerlens Noel, Taj Gibson qui est revenu le retour en cours de saison, exactement. On a perdu Omari Spellman qui ne nous laissera pas un grand souvenir sans son passage au Knicks. Il a joué, il n'a pas joué, non? Si, vite fait un bout, il a shooté à 3 points. Je l'ai vu shooter une fois à 3 points. Je me suis dit, au moins il aura pris plus de shoots que Mitchell Robinson. T'étais super focus parce que tu vois, j'en ai même pas le souvenir. Ah ouais, je me rappelle plus quel match. Mais je sais que j'ai tweeté une connerie par rapport à ça. Les gars, tranchons dans le vif. Alors, donc, le pivot. Déjà, votre raquette. Alors, le gros apport, c'est enfin, du moins le gros apport à vue d'en juger. Mais le gros changement, c'est Nerlens Noel. Moi, je suis assez déçu sur Noël. J'en attendais plus. Alors, allez, pareil. Moi, toi, Joe, il est pareil. C'est-à-dire que quand il est arrivé, moi, je me rappelle du précédent podcast, je me disais, ouais, tu vois, Noël, est-ce que c'est pas plus qu'un remplaçant? Non, aujourd'hui. Quand tu vois Mitch qui est sur la raquette et qui sort et que tu mets Noël, il a été blessé 2-3 matchs, je crois, peut-être plus. Il y a une vraie différence. Je suis désolé, mais tu as une vraie différence. Ouais, en dissuasion, tu perds en impact. Même en attaque, tu perds. Pourtant, c'est pas un super attaquant, Mitch. Mais franchement, quand Mitch sort, à l'intérieur, c'est le bordel. Enfin, oui, tu perds en attaque, mais par contre en dissuasion. Non, justement, moi je trouve qu'en défense, c'est des profils assez similaires quand même. Il fait des contres, mais sincèrement, il est moins dissuasif qu'un Robinson. Alors, ok, j'entends, mais après, par contre, moi le seul truc que je me dis, c'est que la hiérarchie, du coup, elle est claire. Donc, complètement. Pour moi, elle est logique. La hiérarchie logique. Après, je trouve qu'on n'a pas non plus de gros trous d'air quand il est pas là, quand il est sur le terrain non plus, tu vois. Ils ont un profil quasi similaire de base,
Alors je te dis pas que pivot mobile, d'accord. Qui sont autant productifs, hein. Mais ils ont quasiment le même profil. D'accord avec toi, ça défend fort. Voilà, ça donc. Après, il y a quand même une petite différence sur Mitch. Moi, je trouve qu'il est plus dispositif. Après, Noël a été blessé. Je ne savais pas s'il avait commencé la saison blessé ou pas. Je trouve qu'il y a un peu de mieux sur les derniers matchs. Mais au départ, Sur la pré-saison, c'est bien Noël qui était titulaire et Robinson qui était backup. Et du coup, justement, les gens se sont dit ah, bah alors, du coup, Robinson, comment ça va se passer? Bon, dès le début de la saison régulière, Mitch, il a récupéré le poste de starter et il lui va bien. Puis c'était juste c'était une piqûre pour qu'il se mette à taffer plus, d'après ce que j'ai compris. Ouais, mais c'était pas mal. Ça fait une petite piqûre de rappel. Rien n'est acquis dans cette ligue. Voilà, rien n'est acquis. T'as ton contrat peut-être qui va se rediscuter, mais voilà, il va falloir que tu élèves ton niveau, que tu te calmes un petit peu sur les fautes. Ça a été un petit peu compliqué sur les premiers matchs, et depuis, quand même, nettement mieux. Ah bah écoute, il y a eu des gros efforts sur la discipline, hein. Il est vraiment. Plus autant pris par les fautes, ce qui fait qu'il peut passer du temps sur le parquet. Après, Noël, moi j'attendais un petit peu mieux aussi. Je m'attendais à ce que vraiment que ça soit, ils se tirent la bourre les deux entre qui est le titulaire, qui est le remplaçant. C'est des profils assez similaires, même si Noël c'est peut-être un peu plus dans l'interception et moins des fois en réussite sur la finition. Oui, c'est en attaque où il est plus léger. Ce qui me frustre quand je vois surtout Robinson, j'ai l'impression qu'on joue pas assez dessus, quoi. Non pas que le mec il a des moves de haut panier, non pas qu'il va te prendre des petits shoots ou quoi que ce soit, mais on joue dessus juste pour de la finition, un petit alley-oop par-ci, une petite claquette par là. Rarement il tourne à plus de 10 points par match. Hein, Ouais, mais après aussi c'est au détriment, on en reviendra quand on remontera dans les postes, des tickets shoot distribués. C'est que là, en fait, on s'attendait pas non plus à avoir des postes 1 et postes 2 qui répondent un peu plus présents en termes de réussite au shoot aussi, quoi. En termes d'apport. À mon sens, on n'appuie pas assez sur lui en attaque. On l'utilise pas pour la variété de jeu. Mais ça, de toute façon, c'est pas pour rien qu'on est la pire attaque aussi. Hein, donc, mais après, le problème de Robinson, c'est qu'il est frustre en attaque. C'est-à-dire qu'au-delà du layup et du Tomar, il n'a pas de move de haut panier, il n'a pas de shoot à mi-distance. Je sais plus trop sa réussite au lancer franc, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est pas folichon. C'est pas ouf, mais sur pick and roll, je veux dire. Sur pick and roll, on n'appuie pas assez dessus, quoi. Et sur pick and roll, tu vois, il manque même dans ses déplacements, parce qu'en fait, c'est ça son problème en attaque, c'est ses déplacements, c'est-à-dire que quand il pose le pick, il va pas tout de suite au panier et tu sens qu'il est un peu hésitant. Par contre, attention, lui, sa force, c'est alley-oop, ou alors rebond off, là, je claque le Tomar. Au final, ça te fait 8-9 points par match, quoi. C'est bien, c'est sympa, ça te fait des highlights. Bah après par contre, il a gardé cette agressivité au rebond offensif, tu vois. Ça, c'est important. Hein. Et c'est en ça, pour moi, qui fait la grosse différence avec Nerlens. C'est ça, cette phase-là. Et puis, petite pensée pour Taj, moi, je suis assez content qu'il nous rejoigne. Oui. C'est un gars d'expérience. C'est un New-Yorkais. Avec Thibodeau, il y a une affection particulière, tu vois. Donc, je pense qu'il va faire la transition, peut-être rejoindre le coaching staff. Et puis, il a apporté un peu de sérénité peut-être pour les jeunes, justement, les aider à taffer, ça peut pas leur faire de mal. Il est rentré l'autre jour, il n'a pas été ridicule, hein, il a 65 ans, et il n'a pas été ridicule. Donc, on en rigole, mais le fait d'apporter justement cette expérience-là dans un effectif jeune, avec d'autant plus cette crédibilité, parce que le mec était déjà en place l'année dernière, et il a pris sa place de titulaire l'année dernière à la barbe de notre ami Mitch, là. Donc non, c'est un poids dans le vestiaire, et ça j'en suis persuadé que c'est intéressant, va apporter la contribution, évidemment. Et le fait de pas nécessairement paniquer ou s'enflammer. On n'attend pas moins émerveille de lui, mais c'est bien. Et pour corriger, il a que 35 ans. Je pense qu'ici sur le podcast, on est plus âgé que lui. Donc, Non, mais j'adore, personnellement, j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le gars, et c'est un gars qui a une bonne mentalité. C'est un vaillant, et c'est bien. C'est bien d'avoir des. Tu sais ce qu'il va te donner, et il le fera sur le terrain. Il va rarement te décevoir, il te donnera pas plus, voilà, mais il va rarement te décevoir. Et si surtout t'en as un qui est blessé, ou t'en as un qui a 3 fautes après 2 minutes, tu sais, bon, t'as un backup quand même. Et pour les premiers matchs, quand on a eu Noël qui était blessé, Robinson ne pouvait pas faire 40 minutes ou 45 minutes. Donc tu te retrouves avec un poste 5 compliqué. Un peu démuni, ouais. Et je pense qu'il y a une défaite qu'on a eu à cause de ça, manque de poste 5. Donc c'est pour ça que de toute façon Thibault l'a fait venir, à la place de Spellman notamment. Mais voilà, ça va combler.
De toute façon, on a des postes 5 mobiles, c'est ce que voulait absolument Thibodeau dans son système défensif. Et je trouve que, pour finir sur le poste 5, à mon avis, on est vraiment bon. Par contre, quand tu rencontres un Dédé Drummond, on souffre fort. Il nous a fait la misère sur un des matchs, c'est certain. Après, qui ne souffre pas aussi face à Drummond, quoi. Donc, on n'a pas encore un pivot titulaire. Il a que 22 ans. Il a que 22 ans. On n'a pas encore un pivot titulaire qui soit calibre All-Star, faut pas se mentir. Face à des Jokic, face à des Gobert, face à des Embiid, Drummond. Il fait pas le poids pour l'instant, notre ami Mitch. Ouais, mais Gobert l'a pas bouffé tant que ça. Mais bon, après, moi, Mitch, on a une affection particulière. C'est un deuxième, second choix de draft. Ouais, l'histoire est sympa. Il est marrant, le mec, en plus. Ouais, voilà. Et puis il est pas mauvais. Hein. Ça reste un bon pivot. Et puis voilà, il est mobile. Mais voilà, moi, ce que j'attendrais, c'est qu'on l'utilise un peu plus. Qu'on varie notre attaque en l'utilisant davantage. À voir comment le reste de la saison va se passer pour lui. Mais la rotation, elle est bien définie, c'est clair. Beaucoup de gens attendaient à ce qu'il soit titulaire. Ça y est, il est titulaire. Donc maintenant, exprime-toi du mieux que tu peux, mon ami, et puis on verra ce que ça donne sur le long de cette saison, quoi. Bah écoute, en parlant de postes verrouillés, on peut parler du poste 4 avec Julius Randle. Donc alors au début de saison, on disait oui, Obi Toppin. Non, les Américains disaient. Voilà, mesuré. Voilà. Là, franchement, les gars, je veux dire, ça souffre d'aucune contestation. Le Julius Randle n'est pas le même homme qu'on a eu l'année dernière. MVP. C'est quand même fou. Alors, c'est quoi le déclic? Comment vous l'expliquez, vous, ce Thibodeau, c'est Thibodeau lui a dit que si tu lâches la balle, les gars, je pense que Thibodeau lui a dit, mec, lâche la balle, je vais te faire jouer à ma façon. En plus, Thibodeau est fort mentalement dans le coaching. Et tu vois bien que c'est le jour et la nuit avec ce qu'il était l'année dernière. Après, l'année dernière, il avait un Maurice dans les pattes, il avait 2 jours, c'était le bordel. Il a forcé. C'est notre plus gros contrat. Il l'a pas eu sur toute la saison. Hein. Il a pris peut-être de mauvaises habitudes. Mais non, il s'est livré. Il a dit moi, ça m'a saoulé de ne pas être invité dans la bulle. Il l'a dit ça. Et du coup, il s'est dit merde, qu'est-ce qu'on a fait pour que du coup, on soit snobé? Bon, bah ouais, vous n'avez pas gagné assez de matchs, sans blague, les gars. C'est un bon mec en plus de base. Hein. Je pense que c'est vraiment un bon mec. Non, mais c'est un bosseur aussi. Enfin, il a eu un début de carrière compliqué. Il se pète la jambe, je crois, sur son tout premier match aux Lakers. C'est ça, aux Lakers. Donc, il a fallu qu'il revienne. Après, il revenait bien. Il se fait trade aux Pelicans. Oui, il fait un bon taf. Bon taf. Ouais, c'est un buffle, hein. Le mec, il est costaud. Et puis les gars, Julius Randle est jeune, hein. Il est encore jeune. 26 ans, ouais. Et puis, mec, moi, je vais te dire, ça fait partie des joueurs sous-cotés parce que ce qu'il fait en ce début de saison, si c'est Giannis, tout le monde dit waouh. Si c'est on est d'accord. Waouh. Alors, l'année dernière, moi, j'étais pas fan du bonhomme. Quand on était au Madison, son maillot était bradé, je l'ai même pas pris, je regrette aujourd'hui. mais, tu vois, le mec avait forcé. Mais là, cette année, moi, je vois encore des gens qui me disent ouais, si on le traite contre 3 tours, et que tu vas traiter. Randle, tu veux le traiter contre qui? Franchement, aujourd'hui, dans la ligue, en poste 4, il n'y a pas beaucoup de poste 4 qui font une meilleure saison que lui. Il est régulier. Super. Il a progressé. Et là où il a le plus progressé, c'est à la passe. À la passe décisive. Et voilà, et c'est là où on voit le changement de mentalité. C'est là où on voit le changement de mentalité. Le gars, il tourne à 6 passes par match. 6 passes par match. Non, mais alors qu'on était resté sur du Randle avec son spin move. On n'a plus le spin. On n'a plus le spin, on l'a qu'une fois par match. Ça lui arrive de temps en temps, ça lui revient. Je pense que Thibodeau lui a dit t'as droit à 1 fois par match, choisis bien ton moment. Ouais, le match d'hier contre Chicago, il a un peu craqué sur 1 ou 2 spins. Sur la fin, il m'a fait rager, mais bon, on peut pas lui en vouloir non plus. Ça manque de lucidité et tout, mais. Aujourd'hui, s'il est pas là, quand il est pas sur le terrain, il y a une différence. Il est au rebond, à la passe, au scoring. C'est le joueur le plus fiable quand il a la balle et qu'il shoot à mi-distance, voire même à 3 points. Il met 3 points. Il les met. Et puis en plus, il attend que le jeu vienne à lui, il distribue. Clairement. Force pas. C'est agréable de le voir. Franchement, c'est agréable de le voir jouer. Et en plus, niveau mentalité, il râle pas trop. Eh ouais, l'attitude est positive. C'est ça, il joue pas le star, il sort, il fait pas la tête, il rentre, il check les gars. C'est notre option numéro 1, mais c'est pas une diva à la Harden ou à d'autres joueurs ou à la Westbrook ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est un gars qui est humble. Et t'as vu les statistiques qu'il nous fait cette année? Franchement. Non, mais c'est fou.
Et All-Star. C'était la question justement des gars qui nous suivent là sur les réseaux. Donc déjà petit rappel, hein, merci à tous déjà de nous suivre sur les différents réseaux. Sur Facebook, on est à 7000 quasiment 900 là. On est 1500 sur Insta, on est 6200 sur Twitter. Un grand merci à vous de nous suivre. Il y a aussi quelques vidéos aussi qui ont pas mal de succès sur YouTube, notamment les KNF Mix concoctés par Johanny, qui rencontrent beaucoup de succès avec des milliers de vues quand même. On parle de merci Jo. On parle de 2,1K de vues, notamment sur un mix de Patrick Ewing. Donc un grand merci à vous. Et donc justement là, je voulais relayer les petites questions qui remontaient récemment là. C'est Julius Randle, All-Star ou pas cette année, les gars? Il mérite. Ça pas par le vote du public, mais franchement par les coachs, il est obligé d'être All-Star. Tu te rends compte? Enfin, l'équipe est pas dernière de la ligue, on est quasiment à 50% de victoire. Bon, on verra dans quelques temps. Mais il fait une saison de mammouth, sincèrement. Moi, quand je te dis, si c'est Antetokounmpo qui fait ça, tu le vois partout, MVP. Il a des statistiques incroyables. Et même dans le jeu, c'est important ce qu'il fait. Et puis, on gagne des matchs. Ouais. Non, c'est souvent ça qui fait la différence, c'est le fait de bien démarrer la saison, de gagner des matchs. Quand KP a récupéré son étoile de All-Star, parce qu'il n'a pas pu l'honorer malheureusement, c'était surtout sur une bonne dynamique en début de saison. Donc ça marque vachement. Ah oui, il a été joueur du mois et compagnie. Hein, quand tu imposes ta patte sur le début de la saison avec de bonnes performances et puis plusieurs, et des résultats d'équipes qui gagnent, ça y est, ça te donne un autre aura. Et puis après, quand tu t'inscris dans la durée, c'est encore mieux. Donc il mérite une sélection, ça serait sa première, et à 26 ans, ça serait pas déconnant. Il a une production statistique très bonne, sur différents secteurs, c'est pas juste un intérieur qui fait un 20-10, quoi. Oui, il y a ça, mais il a la place aussi, quoi. Donc, il y a l'interception de temps en temps, il peut te mettre un compte par-ci, par-là. Et puis c'est leader de l'équipe aujourd'hui. Voilà, et puis même, il y a la passe la plus simple, comme j'appelle la passe d'avant, où il va te débloquer. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'en ce moment, il sort à l'extérieur, 3 points, et là-bas. Devant ton écran, tu lui dis donne ton ballon, et puis il le fait. Tu fais hey. Il m'a entendu, quoi. Moi, ce qui me rend dingue, c'est que je vois beaucoup de mecs qui me disent, je vois beaucoup aux États-Unis notamment, qui disent même en France, j'ai vu. Maintenant, on peut le trade, il a repris de la valeur. Mais tu veux le trade, pourquoi? Il y a toujours ça, il y a le côté. On n'est pas dans Touquet, hein. On n'est pas là pour trade. Hein, mais il a une valeur marchande. Il a une valeur marchande qui est repartie à la hausse. C'est la plus grosse valeur marchande de la franchise. Hein. Ouais, mais bon, le but aussi, c'est de garder tes meilleurs joueurs aussi, peut-être à un moment donné. D'accord. Et le but, c'est de l'accompagner. Le but, c'est de l'accompagner. Il y a un socle qui est en train de se créer avec notre équipe. Je mets Mitch, tu vois, on fait poste par poste. Moi, je mets Mitch dans le socle. Je mets Randle aujourd'hui dans ce socle-là. Après, tu vois ce que tu peux rajouter la saison prochaine ou quoi que ce soit. Mais tu as des joueurs qui ont une bonne mentalité, qui s'incorporent dans le projet, qui font des bonnes saisons. Pourquoi les trades? Pour aller chercher qui? En parlant de s'incorporer dans le projet, les gars, Obi Toppin, là. Aïe. C'est quoi? On est patient. C'est déjà un bust. C'est pas pour cette année. Hey, comment tu vas? Les gars, Obi Toppin alors. Il a un retard à l'allumage, pourquoi? Parce qu'il a loupé pas mal de matchs aussi. Hein. Il a été blessé, il a loupé une dizaine de matchs, ça aide pas. Et puis après, t'as un Randle qui fait pour l'instant la meilleure saison. Alors je sais pas si c'est la meilleure saison statistiquement, j'ai pas été vérifié, mais. Si c'est la meilleure saison de sa carrière, ça il fait une des meilleures saisons, donc forcément, lui. En tout cas. Il lui prend les minutes de jeu. Donc là où on pouvait se dire, bon, est-ce qu'il y aura concurrence? Est-ce qu'il faut laisser la place à Toppin? Bon, non. Randle est titulaire, c'est le leader de l'équipe, c'est par lui que beaucoup de choses passent. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Et Toppin prend les miettes. Et pour l'instant, il est quand même relativement timide dans ce qu'on voit au niveau de ses attitudes de jeu. Quid de l'utilisation de son temps de jeu, et 10-12 minutes par match, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 12 minutes, ouais. On le sait, Thibodeau, c'est pas le coach qui utilise le plus de joueurs dans ses rotations. Donc ça. Surtout quand t'as un mec qui tourne à plein régime, il le fait jouer. Donc, normal, tu t'appuies sur tes valeurs fortes. Oui, et puis Thibodeau l'a dit, il est pas là pour tanker, il veut gagner des matchs. T'as Randle, tu fais le Randle. Ah voilà, les gens qui me vendent des projets jeunes et tout, il y a la NCAA pour ça, il y a la G-League. Là, la NBA, c'est pour gagner des matchs. Après, si tu peux faire des rotations et profiter le maximum de tes joueurs, pourquoi pas? Si tu te diriges vers des victoires faciles, ouvre ton banc, vas-y. Mais là, aujourd'hui, Randle, il a quand même un rôle très important sur l'attaque. Sur la défense aussi, mais
Obi Toppin, dans ce qu'on a vu, c'est timide pour l'instant. C'est timide. De là à dire que c'est un bust, c'est un peu tôt. Enfin, je sais pas, il a joué à peine une dizaine de matchs, 12 matchs. Ça manque d'assurance, c'est certain. Alors, juste le truc, là où j'ai mes petites réserves, mes petites craintes, alors même si on peut se montrer patient parce qu'il n'y a pas urgence sur le poste, ça on l'a tous compris, c'est que le gars a quand même 23 piges. 22, respectez-le. 23 piges, les gars, c'est quoi? C'est 22 aujourd'hui. 98. Ouais, mais 98, les gars. Il va sur son 23e anniversaire. Ouais. Bon, bref, non, mais... admettons. Sur le côté NBA Ready. Voilà, c'était ça. Moi, sur le côté NBA Ready, je trouve que, malgré le fait que l'équipe soit en confiance, parce que franchement, on n'a pas le sentiment que ce soit la crise à New York, loin de là. Le gars, il est un peu réservé, il est hésitant sur ses shoots, hésitant sur pas mal de possessions. En attaque, surtout, moi en attaque, j'attendais des certitudes de ce côté-là du terrain venant de sa part, en fait. C'est pas un créateur, tu vois, il va pas se créer son shoot. Il a besoin d'un meneur qui vienne l'alimenter. Aujourd'hui, bon, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, voilà, il est timide, il a pas beaucoup de temps de jeu. Allons pas trop vite non plus avec lui, même si, ok, il va avoir 23 ans. Je viens de vérifier, c'est le 4 mars son anniversaire. Donc d'ici le prochain podcast, il aura passé ses 23 ans. Voilà. Mais ouais, on s'attendait à ce qu'il soit plus impliqué en attaque. C'est pas le cas. Allons pas trop vite. Moi, c'est juste une réserve que je mets, c'est pas un jugement, tu vois. Il n'y a pas d'urgence. Il vaut mieux avoir, on va dire, un Toppin en réserve qui va prendre ses marques. C'est une saison rookie. Oui, dans le côté positif, tu peux te dire que justement, on n'est pas dans l'urgence. Après, tu sais, aux États-Unis, il y avait une hype incroyable sur Toppin. C'était tout le monde voulait dégager Randle. Mais moi j'étais hypé, hein, les gars. Mais moi, on a joué le jeu, de j'étais hypé. Toppin Mania, mais sans pour autant parler d'un titulaire, parce que moi, il me semble que dans mon 5 de départ, je l'avais pas mis du tout dedans. J'avais vraiment conservé Randle, ça y a pas de sujet, mais j'étais vraiment hypé sur le fait que oui, il allait avoir quand même un minimum d'impact, en fait. Ouais. Voilà. Moi, j'étais hésitant parce que je me dis, tu draftes un poste 4, c'est pour le faire jouer. Et finalement, bon, voilà, parce que Randolph fait le taf, quoi. Moi, je t'avais dit que j'avais des réserves parce que franchement, sur ce que j'avais vu, je le trouvais assez pâteau, assez lent. Et là, du coup, je vais peut-être le défendre un peu parce que le gamin, sa qualité principale, c'est son physique. Le mec est blessé. Il avait l'air d'avoir mal à la cuisse, puisque même il y a un match où il joue, tu vois qu'il est quand même sur le côté. 30 secondes, un truc comme ça, tu fais ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, mais même le match d'après, il a encore une douleur au psoas, visiblement. Un retour progressif, quoi. C'est compliqué. En plus, ce qui est pas simple pour lui, c'est que si tu regardes les matchs, tu as vu comment il est utilisé, souvent il est au large. On le fout à 3 points, le gars a pas de shoot. Si, il shoot, mais ça monte très très haut son shoot. Pas à 3 points. À 3 points pour l'instant, il est pas prêt. À mi-distance, je pense qu'il peut apporter, mais sur quelques actions avec un meneur jeune aussi, où on parlera tout à l'heure. Quand il a joué en pick and roll ou qu'il a joué en derrière, tu vois, quand il rentre à l'intérieur, là, tout de suite, il apporte un Tomar, il apporte de la vivacité et tout. C'est intéressant de voir ça. Après, je suis exactement sur la même longueur que Lolo. C'est-à-dire que dans la mesure où, franchement, tu t'attendais à ce qu'il soit 12-14 par match. Tu t'attendais à ce que le mec en impose. Il fait plus timide que des rookies qui sont plus jeunes que lui. Donc ça, c'est un problème. Après, je pense qu'il a une bonne mentalité, donc il s'incorpore. Parler de boss, c'est peut-être un peu tôt. Maintenant, je pense que Toppin, c'est quelqu'un qui est quand même assez limité. C'est-à-dire que franchement, son physique est une grosse caractéristique de son jeu. Il n'est pas à 100%. Qu'est-ce que ça va être? Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut attendre qu'il récupère à 100%? Je ne sais pas, ça se trouve il est déjà à 100%, mais je n'ai pas l'impression. Ouais, c'est qu'il récupère plus mentalement. Faut qu'il prenne de la confiance, ce mec. T'es arrivé comme étant le number one des rookies. Aujourd'hui, à New York, il y a un autre number one des rookies, c'est plus toi. Donc déjà, ça met quand même une petite... Tout le monde avait parlé que de toi au départ, personne ne parlait d'autres personnes, on ne parle plus de lui. Toppin est quand même considéré comme un buzz sur certains médias. T'es blessé, t'as ton mec qui est ton titulaire à ton poste qui fait la saison de sa vie, qui est quasiment All-Star. Faut digérer tout ça, je pense. En plus, c'est un New-Yorkais, tu vois, faut digérer tout ça. Non, mais moi, je suis pas inquiet parce que, en fait, son avenir et son utilisation en X va dépendre de la suite pour Randle, quoi. Forcément, là, tu tournes à 12 minutes par match, tu peux pas scorer. Ouais, autant, mais après, qu'est-ce que t'en fais de tes 12 minutes? Moi, en fait, c'est plus là-dessus que j'ai mon inquiétude, en fait. Ouais. Et en ça, aujourd'hui, il joue trop au large. C'est pas un créateur, c'est pas un playmaker. Il va pas se faire ces actions pour aller scorer de par lui-même. Il a besoin d'être alimenté ou être proche du cercle. Donc aujourd'hui, voilà, on le voit que par séquence. C'est trop tôt pour juger quoi que ce soit.
Attendons de voir un peu comment ça évolue. Limite, tant mieux, il n'y a pas d'urgence sur le poste 4. On ne l'attend pas comme le Messi quand est-ce qu'il revient pour... ça va apporter de la rotation un peu, ça va faire souffler Julius de temps en temps. Et il va prendre son rythme. Hein. Il a que 12 matchs dans les pattes. Hein. C'est rien. En plus, c'est une saison qui est un peu particulière. Parce qu'après, le danger pour lui, c'est clairement Tash Gibson qui peut jouer sur 2 postes aussi. Tu vois, je pense pas non plus quand même. Tu vois, Thibodeau, c'est accessoirement aussi un des choix de Thibodeau finalement, hein, parce que Thibodeau était en place au moment de la sélection de la draft. Hein. Je suis pas sûr de prendre d'autres joueurs. Pour moi, c'est Léon Rose. Pour moi, c'est Léon Rose, Topin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est il veut se donner une chance quand même avec ce rookie-là. Après, il a pas envie de le craindre. J'ai pas l'impression qu'il est pris en grippe. J'ai pas l'impression qu'il n'ait pas de projet pour lui. Voilà, on sait aussi que le gars se bat. Hein. Le gars se bat. Le gars se bat et il faut pas oublier un truc. Gros point négatif de la draft de Topin. Tout le monde le dit, s'il n'a pas de défense, tu tombes avec le défensif de la ligue. Aujourd'hui, on parle pas spécialement de ta défense. Bon, après, peut-être que Thibodeau se dit, mec, tu vas travailler un peu en défense, ça va t'ouvrir un peu après devant, tu vois. Bref, aujourd'hui, Topin, c'est pas catastrophique. C'est pas forcément un buzz, c'est trop tôt pour juger un buzz. C'est les mêmes qui nous disaient qu'RJ Barrett était un buzz l'année dernière. Donc, on va peut-être attendre. Donc, pourtant, je suis vraiment pas fan du gars. Donc, le défendre, ça me. Non, mais attendons de voir. Mais attendons de voir avant de le jeter en pâture. Sur certaines. C'est romantique, Julien, je suis inquiet. Hein. Non, mais c'est Thibodeau, il m'a redonné l'amour de. Tout à l'heure, il va nous dire qu'il kiffe Payton, mais bon. Ah, non, on en vient, les gars. Attends. Bon, parlons du poste 3. Donc, il y a du Reggie Bullock, donc, qui est de plus en plus titulaire sur le poste. On a du Kevin Knox. Aïe, je vous sens déjà arriver, là, les gars. Et on a du Alec Burks. Alec Burks. Oui, tout à fait, Alec Burks. Bon, qui est le meilleur des trois. Hein. Aujourd'hui, Alec Burks est le meilleur des trois, tout simplement. Ouais. Pareil, il a été absent, hein, c'est dommage, lui. Mais... Et franchement, sur certains matchs, il y en avait Burks. On sera à 2-3 victoires de plus. Sincèrement, c'est une très bonne pioche, ce gars. Justement, tu vois, on parlait lors de l'ancien podcast de nos réserves quant à nos capacités à pouvoir apporter du spacing et notamment stretcher à 3 points, là. Burks nous a ramené quand même quelques certitudes quand il était en Cannes, quand même, les gars. Ouais. Il a loupé des matchs, donc ça c'est dommage. Il a fait que 10 matchs cette saison. Bien sûr. À un moment, il tournait à 20 points en sortie de banc. Tu fais, c'est quoi? Là, aujourd'hui, c'est quand même notre 3e meilleur scoreur avec 14 points. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il y a des jours où il y a de l'adresse, il y a des jours où il n'y a pas d'adresse. Mais c'est un plus en sortie de banc très appréciable, quoi. Très appréciable parce qu'en plus, il y a de l'adresse extérieure. Ouais, puis c'est une vraie bonne pioche. C'est une vraie bonne pioche. C'est le gars le plus adroit chez nous, hein. Il tourne à 44% derrière la ligne, les gars, quand même. Hein. Et quand il est sur le terrain, tu sens que c'est une vraie menace, mi-distance, 3 points, il sait faire beaucoup de choses. L'année dernière, on avait Wayne Ellington et Bullock. C'est pas la même chose. Je connaissais pas forcément le gars, moi perso avant, je l'avais vu jouer, mais pas de ouf. C'est dommage qu'il se blesse parce que sur les premiers matchs, il était vraiment chaud. En feu. Donc après, là, tu vois, il faut qu'il reprenne le rythme et tout. Tu l'as vu qu'après sa blessure, les 2 premiers matchs étaient un peu plus compliqués. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Il était même titulaire, je crois, au départ, non, si je dis une connerie. Il a été titulaire quand Bullock était absent. Voilà. Après, Bullock est plus sur un profil défensif, visiblement, pour Thibodeau, c'est ce qu'il fait. Bullock, clairement moins fort offensivement. Il fait le taf, mais clairement. Ouais, il a eu un petit trou d'air, quand même, sur 3-4 matchs. Ouais, ce qui est bien avec Burks, tu vois, c'est quand il est sur le second unit, ce qui est bien avec lui, c'est que l'air de rien, tu as un scoreur pour la seconde unit qui est fiable. Et on avait souvent un trou d'air les autres saisons. On n'avait pas de seconde unité, tu me diras, mais on avait un trou d'air. Là, tu sais que si tu as Rundle qui sort et un autre joueur poste 2 qui sort, qui sont nos top scoreurs de l'équipe, Burks, tu n'as pas de problème à lui laisser la gonfle. Tu vois, il peut te les mettre tes 15-20 points, t'aider à tenir le match. Et tu peux même le mettre sur un money time. Parce que le gars, s'il a un ballon à 3 points. Il apporte des solutions. Ouais. Dans son en plus, dans son utilisation du ballon, moi je le trouve très intelligent. Très propre. Peu prendre des choix, il force peu. Non, franchement. Une bonne recrue. Mais... Et moi, honnêtement, la hiérarchie pour dire Bullock dans le 5 et puis Burks en sortie de banc, ça me convient. Surtout que finalement, c'est Burks qui a plus de temps de jeu. Donc, c'est pas qu'une question de starting 5, c'est une question d'utilisation dans le fil de la rencontre. Et je trouve que les deux, ça combine pas trop mal. Et je pense que Bullock est mis par Thibodeau en début de match parce que Thibodeau veut tout de suite imprégner la défense. Un défensif. Un impact, oui. Et étouffer l'adversaire. Et Bullock, pour le coup, en poste 3, fait le taf.
Après, ça ressurgit sur son adresse, puisque du coup, comme il se donne en défense, il est un petit peu moins lucide sur ses shoots. Mais le mec fait le taf en défense, et je pense que Thibodeau veut tout de suite imprégner ce côté un peu chien. Et Bullock fait le taf. Après, il y a un autre gars, vous avez parlé, je crois, à l'aile, non? Oui, alors justement, on parlait des questions de nos followers, et en fait, il y a la rumeur Kevin Knox qui serait sur le départ, les gars, qui serait en tout cas proposé aux différentes franchises. Ouais, alors je sais pas qui va répondre. Ouais, je veux Kevin Knox. Là, il sort quand même de 2 matchs où il joue pas. Panathinaikos qui a mis un Twix. Genre. Et donc en fait le temps de jeu s'est réduit, fond comme neige au soleil, quoi. Il joue plus. Aujourd'hui, il joue plus. Autant au début de saison, les gars, on l'a vu sortir du banc, être intéressant dans le corner. Ouais. C'est bon, le gars, il a son rôle. Ok, il va apporter sa quinzaine de minutes en stretchant. Et là, ça y est, là, il y a Burke dans la rotation. On va en parler tout à l'heure, mais en plus, tu rajoutes un Austin Rivers qui joue plus ou moins un peu dans la zone là. Les gars, l'avenir est compliqué pour Knox. Et là, le message envoyé, c'est qu'on va pas construire avec lui, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'en pense, quoi. Alors, c'est un dossier qui se complique sur Kevin Knox. Comme tu l'as dit, il avait fait plutôt un bon début de saison, mais peut-être aussi parce qu'il y avait des absences. Donc, il avait du temps de jeu. Il avait à peu près de l'adresse à 3 points, mais moi je trouve qu'il est assez unidimensionnel, alors que dans son jeu, dans ce qu'il propose, alors qu'en fait, physiquement, il a un potentiel plutôt intéressant, quoi. Il est assez long. Il y a eu 2-3 phases défensives où il était pas mal quand même. Ouais, vite fait. C'est pas la défense que je retiens, mais. mais ce que je veux dire, c'est dans. Il était pas ridicule, quoi. C'est ça que je veux dire. Non. Mais il y avait du mieux. Après, voilà, c'est sûrement l'alchimie de l'équipe au niveau de la défense qui aide aussi à aller dans ce sens. Mais après, c'est au niveau de l'attaque. Je trouve qu'il se cantonne trop à rester derrière la ligne à 3 points. Et il devrait plus varier son jeu, quoi. Il a la capacité alors peut-être de driver son handle est pas terrible, mais il est assez long, donc il va aller provoquer de la faute. Donc j'ai l'impression qu'il disparaît au détriment plutôt au profit de Reggie Bullock et de Trey Burks. Donc quand les autres assurent... Ça se traduit dans les faits, hein. Ouais, mais voilà, qu'est-ce qui va faire qu'il va revenir dans la course compliqué, quoi. Donc si c'est juste un joueur pour combler les absences, on risque de le perdre en route, hein, parce que le gamin, lui, il n'est pas bien vieux non plus. L'année dernière, ça avait été une saison un peu difficile pour lui, pour pas dire traumatisante. Finalement, on a l'impression qu'il régresse dans sa production statistique d'année en année, quoi. Donc voilà, le trade, je sais pas qui va se ruer pour avoir Kevin Knox dans un package, ok, mais là clairement, mis à part le fait de vendre un potentiel, je vois pas ce que tu vends d'autre, hein. Après, tu vois, j'aime pas le gars, j'ai jamais été fan du joueur, moi je suis pas fan de Kevin Knox, mais en début de saison, je m'étais dit il a peut-être trouvé son rôle. Alors il le faisait jouer D&3, tu vois, mais 3&D, pardon. Bon, le problème, c'est qu'il n'a pas un shoot à 3 points extraordinaire, mais il en a mis plusieurs. J'étais assez surpris, comment ça a été assez fiable. Je suis tout à fait d'accord avec Joe, le laisser dans le corner, c'est un peu le gâcher, le pauvre. Le problème, c'est qu'il est hyper nonchalant. Tu le sens un peu mou. Et comparé au reste de l'équipe, où tu as l'impression que les gars, c'est des morts de faim, qu'ils ont envie tous de croquer dans la balle, qu'ils ont envie de prouver, voilà, qu'ils prennent leur chance, qu'ils n'ont pas envie d'être en dilettante. Lui, il est hyper en dilettante. Il est long et grand, il n'utilise pas son physique. Et je pense que tu vois, il a fait quelques matchs où il était intéressant. Il y a un match où il nous fait un gros match, je ne sais plus lequel c'est, où il est quasiment à 20, 21 points. Enfin, c'est avec des 3 points. Il fait partie des mecs qui ont contribué au bon début de saison des Knicks. Oui. Et puis qui, à un moment donné, je me rappelle, je ne sais plus quel match, vraiment, dans le 3e quart-temps, il nous sauve, quoi. Mais vraiment, il fait un bon truc. Donc je m'étais dit, il a trouvé son rôle. C'est pas contre, je sais plus si c'est contre Indiana ou je sais plus contre qui c'était, mais je crois que c'était contre Indiana, je crois. Contre les Hornets, il sort 19 points. Ouais, tu vois. On prend une grosse défaite. Et après, non, c'est contre Toronto où on se prend aussi une grosse rouste où il nous sort 16 points. Mais le problème, c'est que je pensais qu'il avait trouvé un rôle. Et là, en fait, depuis on le perd. Quelques matchs, je pense que Thibodeau, lui fait je sais pas si c'est une sanction, j'en sais rien. Mais clairement, il ne fait plus jouer. Il a plus confiance en lui. Tu vois, en fait, moi je trouve qu'il a été entre guillemets puni par son impact qui était de moins en moins visible au fur et à mesure que Thibodeau lui faisait confiance, en fait. Donc en fait, même si Thibodeau te fait confiance sur un quart d'heure, gars, pendant un quart d'heure, vas-y, voilà quoi, tu réfléchis pas, quoi.
Et puis dans l'attitude, Thibodeau, je pense que c'est un gars qui aime bien aussi l'attitude, c'est-à-dire mets-toi par terre pour défendre, lâche pas ton gars en face, propose des solutions. Moi, je te dis, je sais pas, il est jamais accroché sur Knox et je pense que ça va être très compliqué de le garder. Alors, qui va leur en vouloir? J'en sais rien. Là, tu te rends compte qu'il joue plus. Ça fait 2 matchs qu'il joue pas. Ouais, déjà. Ouais. Ah, c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul à. Non, mais, c'est pas le seul, mais ceux qui jouent pas, c'est des gens aussi qui vont être perdus. Bon, après, justement, parlons-en très rapidement. On a Brazdeikis, justement, qui va évoluer du côté de Westchester. Il évolue à son niveau, c'est bien. Dans la charrette, alors je sais pas si on a mis Theo Pinson, je m'en souviens plus. Non, lui il va tourner les serviettes sur le banc, il est très bien pour ça. Ouais, il apporte le Gatorade, c'est cool. Et cette nuit là, sur le match contre les Bulls, il y a des joueurs qui ne rentrent pas, hein, donc Kevin Knox. Par contre, Theo Pinson, il a eu avoir un petit bout de minute quelque part là, parce que j'ai vu sur la. Ouais, je crois t'as raison, je crois qu'il a eu une petite minute qui traîne. Donc voilà, c'est un bon gars, il est là. C'est Jared Harper, pardon, qui va faire parce que les meneurs on en a déjà quoi, donc tant qu'il aille s'exprimer ailleurs. Déjà avant de parler des meneurs, au poste 2, donc on a poste 2 RJ Barrett, ça y est enfin. Alors est-ce qu'il s'est sorti la tête de l'eau là, notre ami RJ là? On va peut-être parler d'autre chose, mais oui, écoute, c'est plutôt un bon début de saison quand même. Mais tourne à 18 points quasiment, hein, 18 points. Il a eu un mauvais passage. Il était en grande détresse vis-à-vis de son shoot externe, entre autres. Mais non, il s'est remis un peu plus dans le droit chemin. D'autant plus que son début de saison n'est pas terrible, on est bien d'accord. Hein. Non, il a eu du mal. À un moment, les premiers matchs n'étaient pas si dégueux et à un moment donné, il a été dans le trou. Il a eu un deuxième rookie wall, quoi. Ouais, il a eu les 2-3 premiers matchs bons et juste derrière, bim. Et là, tu commences à dire merde. Ouais. Ah ouais, mais sa sélection de shoot, les gars, elle était terrible sur certains matchs en début de saison. Ça réussit aussi. Ouais, il avait des shoots ouverts. Il n'en mettait pas un, quoi. Il en mettait pas un. Il y a des 3 points, franchement. Et les gars, il avait 3 minutes pour tirer. Et il a fait des airballs. Mon gars, il y a des matchs, il a fait des airballs. Là, tu dis, oh non, c'est ça, là. Mais il s'est repris. Et c'est en ça où tu vois que c'est un joueur qui est bien repris. Il peut être dans le dur. Je pense que c'est un joueur qui taffe. Hein. On le voit pas non plus faire le fanfaron sur les réseaux sociaux et tout. Ah bah lui aussi, il a bien cranté au lancer franc. Hein. Lui, ça s'est traduit notamment là-dessus. Hein. Et il joue sur sa qualité, qui est le drive. Il est costaud quand il va au panier, et c'est comme ça qu'il s'est remis dans le droit chemin, et c'est comme ça qu'il faut qu'il continue. Sa sélection de shoot, les gars, T'as ton point fort, t'as les capacités athlétiques pour faire mal, quoi. Ses shoots à 3 points, il en prend pas des masses, hein. Il est à 4-5 shoots par match, à 3 points. Des fois, il va en mettre, des fois, il va pas en mettre. Il a progressé à ce niveau-là, il a progressé au lancer franc aussi, et puis dans son attitude. Il commence, je trouve que depuis quelques matchs, on va dire une bonne dizaine de matchs, 6-7 matchs, pardon, dans son attitude, il est plus leader qu'avant. C'est ça, c'est vrai. Plus corse. Là, il a mis un Thomas hier contre Chicago, il m'a fait plaisir. Ah ouais, il était sale. Et même dans son attitude, quand il attaque le panier, il était un peu plus nonchalant avant, il était un peu plus timide et tout. Là, depuis quelques matchs, je sais pas, il a peut-être eu un déclic, tant mieux. Il prend ses responsabilités. Il attaque, il y va vraiment, et en plus, il fait mal à l'adversaire. Et il a un petit shoot à mi-distance qui est hyper intéressant. Clairement. Et il a été vraiment mis en confiance par son coach aussi. Hein. Ouais, je pense aussi. À lui donner ses minutes pendant un moment. Même quand il était dans le dur, il avait c'est lui qui jouait le plus en NBA, quoi. Ouais. Et la vie aussi qu'on disait tout à l'heure, des mecs comme Kawhi qui te disent écoute, ce gamin est bon, ce gamin lâche rien. En défense, il a été dur sur Kawhi. Kawhi, c'est un gros. Merci d'en parler, de sa défense aussi, où là, je trouve, il commence à dissuader. Il fait des interceptions, il est présent. Là, depuis vraiment. Le rebond, merci, oui. Ouais, c'est vrai, exactement. Il est vraiment présent au rebond. Il y a un match ou deux, je crois, où il termine meilleur rebondeur de l'équipe. C'est un arrière. C'est un gamin qui a eu une saison compliquée, dans un contexte compliqué en draft. C'est un gamin qui s'est fait cracher dessus par beaucoup. Oui, c'est un bust et tout. À New York, t'as la pression. C'est un gamin à qui il est revanchard. C'est un gamin à qui tu mets Thibodeau. C'est quand même des systèmes défensifs particuliers. Une philosophie de jeu à apprendre. Il apprend, il encaisse, il est revanchard. Il fait pas un mot plus haut, pas une déclaration. Et regarde son coach à l'université, coach K. Voilà, là on a coach Thibodeau. Et ben voilà, on a, je pense que des coachs qui ont un bon bagage pour lui. Qui ont un bon bagage, qui ont aussi du caractère, et c'est ce qu'il faut, quoi. L'année dernière, quand il démarre avec Fisdale et après Mike Miller, c'est plus le même cas. Et puis le mec, il a l'air structuré, tu vois, il a l'air structuré, il a l'air serein, il a l'air d'être bosseur. Il y a beaucoup de gens.
quand même qu'il a du talent et des joueurs qui jouent contre lui, qui disent non, mais le mec est bon. Il a quel âge, notre ami? Il a 20 ans, c'est ça, RG? Oui, c'est jeune encore. C'est jeune, hein. Tu vois, il a 3 ans de moins qu'Obi Toppin. Et franchement, c'est pas le terrain, c'est pas la même c'est pas la même chose. Donc tu te dis, à 23 ans, RG, ça peut être un monstre physique. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Il a la responsabilité, il a le temps de jeu, donc très bien, il en profite et il confirme quand même le potentiel que beaucoup avaient vu en lui plus tôt. Donc son année rookie, elle était peut-être décevante, elle a été courte. Là, il a eu un passage à vide, mais il est bien. Mais il avait quand même bien fini l'année dernière. Hein. Ouais, il avait bien terminé. Quand on était à New York, on l'a vu. On l'a vu mettre des paniers clutch contre les Rockets. Voilà, c'est que le gars, il avait quand même un certain. Il n'a pas été élu dans le rookie. Et puis quand tu parles de tous les rookies, en disant ça l'a piqué. Hein. Ça l'a piqué, il l'a dit. Tous les rookies qui étaient sensations l'année dernière, je ne parle pas de Ja Morant et Zion, je parle des autres, je ne me rappelle même plus leur prénom ou leur nom là. Et Hardy, cette année, il les éclate. Donc il a cette petite revanche, tu vois, en se disant, ok, tout le monde m'a enterré. Maintenant, il est là. Après, moi, est-ce que c'est un franchise? J'en suis pas certain aujourd'hui. Je pense que c'est un bon lieutenant, quoi. Un super fort lieutenant, tu vois. Non, mais déjà, il devait quand même quelque chose à la franchise qui lui a fait confiance. Hein, ouais, mais même à lui-même, je pense qu'à lui-même, il a une certaine fierté et c'est très bien d'avoir du caractère en plus. Et je voulais parler également de l'apport d'Austin Rivers, les gars. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Un très bon apport, mais ça manque de régularité. Il y a des jours où il va prendre feu, comme le match contre le Jazz, où il va mettre 25 points en une première mi-temps à 100% de réussite. Tu fais, qu'est-ce qui lui arrive? Il marche sur l'eau. Oh ouais, et puis d'autres jours où il va être en délicatesse avec son adresse. Donc, mais c'est bien d'avoir ce type de joueur quand même, aussi qui a un peu de vécu, qui sait manier le ballon, qui sait défendre, qui a du shoot à 3 points. C'est bien d'avoir ça aussi en seconde unit. Et puis il apporte de la tonicité, mais après effectivement quand il a quand même cette tendance à dribbler un peu trop la balle trop longtemps en fait, et ça se matérialise par quelques pas. Oui, mais voilà. Regarde. De temps en temps il se retrouve du coup enfermé assez vite et ça lui provoque pas mal de pertes de balles, quoi. Moi je trouve qu'il combine bien quand il est avec l'autre personne sensation dont on parlera tout à l'heure, à savoir Emmanuel Quickley. Quand il est avec Payton, je suis moins convaincu. Avec Payton, qui joue bien. Pourtant, justement, moi, je le préfère en poste 2 que vraiment à la main, quoi. À la main, je suis pas ultra rassuré quand c'est River qui monte le bail. On est d'accord. Là où il s'épanouit le mieux, c'est en poste 2, mais après, à côté de quel meneur? Et je trouve que l'association marche mieux quand c'est les deux petites bombinettes. Rivers. Juste sur Rivers, au tarif où on l'a, sur le contrat qu'il a, moi, je m'en je suis d'accord. Le mec, il apporte un peu de folie quand même, parce qu'il a un petit peu ce côté fou quand il rentre. Il a un mental que d'autres n'ont pas. Il prend ses responsabilités aussi. Il met dedans des fois, il met pas dedans des fois, mais il est capable de s'enflammer. C'est pour ça. Après, ça a condensé de sa carrière. Le mec a jamais été capable d'être régulier, sinon il serait une star NBA, parce qu'il a du talent. Mais il a jamais été capable. Tu sais que quand il sort de la fac, il est présenté en même temps qu'Anthony Davis sur cette classe de draft comme un très gros joueur, un très fort potentiel. Il n'a pas le mental, il n'a pas la régularité. Mais quand il rentre, il peut te permettre, et des fois on a eu des matchs où on était dans la merde, hein, et il est rentré avec les clés, et les deux nous ont fait fou. Tu vois, et c'est sur ces séquences-là, 3, 4, 5, 6 minutes, Thibodeau a l'intelligence de le laisser quand il est chaud et de le sortir quand il est froid. Donc pour l'instant, Rivers, moi je pense que c'est plus du positif. On n'avait pas ce genre de joueur avant. Après, ce qui fait vraiment plaisir à voir aussi, c'est son attitude. Et là, tu sens que le gars, il est vraiment impliqué dans le projet Knicks. Yes. Les déclarations qu'il fait aussi, où vraiment, avec au micro, hein, il t'annonce que les Knicks, c'est une équipe qui est capable de jouer les playoffs, que même il se permet des déclarations un soir de défaite en disant bah voilà, il réclame de la patience et tout, dire qu'il travaille. Exactement. C'est une voix qui porte dans le vestiaire tout de même. Donc ça c'est important parce qu'on a une équipe qui était quand même relativement soft, relativement lisse. On a besoin aussi de joueurs de caractère et Et puis attends, le gars s'embrouille avec sa meuf qui est plutôt jolie pour aller s'entraîner un jour des meufs et mettre des shoots pour être fort le match d'après. Donc écoute, respect quoi. Merci aussi. Non. Il reste pas à la maison, il va à la salle et il se fait défoncer par sa meuf en rentrant. Bon bah écoute, c'est une bonne mentalité quoi. Et en dépit du fait qu'effectivement il est passé par quelques trous d'air, quand même ça fait partie de ces menaces extérieures que l'on peut avoir.
Et là, pareil, à l'heure où on n'avait pas trop de certitude en début de saison, lui et Burks font vraiment. Voilà. Clairement, c'est des bonnes recrues par rapport à leur contrat, par rapport à leur rôle. C'est des bonnes pioches, des bonnes pioches pour la seconde unité. Et c'est des choses qui te permettent de te dire, bah ouais, peut-être les garder sur 1 an ou 2. Moi, tu vois, ça me gêne pas. Vraiment, ça me dit, Austin, il reste l'année prochaine, Burks reste l'année prochaine. Ouais. Il n'y a pas de galère. Austin, on l'a signé 3 ans. Hein. On verra l'avenir des contrats NBA, il se passe beaucoup de choses. Oui. Par contre, moi, si je dois nuancer sur un petit truc par rapport à Rivers, bon, j'ai dit qu'il était irrégulier, et voilà, ça se voit. Mais c'est des fois, j'ai l'impression que Thibodeau insiste trop sur lui. Les soirs où il n'est pas en adresse, il attend qu'il y ait un déclic et il nous laisse un petit peu RJ végéter sur le banc. Donc des fois, on a envie de dire, mais vas-y, remets RJ, là, c'est bon, Burks, c'est pas... Rivers, c'est pas forcément son soir. Remets-nous. Peut-être parce qu'il est plus créateur aussi, qu'il a de l'expérience. Après, je sais pas, je veux pas défendre. C'est pas le même profil, hein. C'est pas le même profil. Et puis attention, mais... rares sont les matchs où on a eu Burks et Rivers tous les deux en canne au même moment aussi. Non. Le jour où ça va arriver, là. Voilà. Un champion. 140 points, quoi. Champion NBA. À la net. Déjà playoffable, déjà, les gars. Ne grillons pas les étapes, ne nous enflammons pas. On a fait le tour, les gars, pour le poste 2. Ouais, par qu'on parle. On peut attaquer dans le dur. Attaquons dans le dur. Donc, elle amène le poste lock. C'est Elfrid Payton, d'après les stats. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est lui le meneur titulaire. Ça se discute. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Payton, oui. Allez, on a du Dennis Smith qui est parti du côté de Winchester là cette fois. À sa demande, c'est louable. C'est important de le préciser. Tu as bien raison, Jules. Parce qu'il y a des gars qui pourraient se dire bon, vas-y et tout. Franchement, je vais pas tirer sur Dennis Smith. On en avait parlé sur le précédent podcast en disant que ça pourrait être un facteur X. Il l'est pas. Je pense que Thibodeau a essayé au tout début, le premier match ou le deuxième, je sais plus. Enfin, il a essayé de le lancer. C'est vrai. Ça va pas. Parce que c'est le genre de meneur qu'il aime bien, un peu la D-Rose du pauvre, comme on avait dit. Mais tu vois, c'est le genre de meneur qu'il apprécie. Ça ne va pas. Voilà. Je pense que le gars doit partir de la franchise. Il y a un problème. Ça va pas. Mentalement, il n'est plus là. Il a envie d'y rester jouer au basket. Il demande à jouer en G-League. C'est honorable. C'est honorable. Voilà. Moi, je dis juste c'est honorable. Je lui souhaite franchement qu'il s'en aille et qu'il trouve une franchise. Qu'il retrouve des sensations, même si c'est pas avec l'équipe A. Ça lui fera du bien. Et parce que je crois qu'il a eu un décès l'année dernière et depuis, il est flingué. Oui, c'est ça. Il a perdu sa mère. Donc voilà. Ça, plus des blessures. Effectivement, nous, sur le podcast, l'épisode de preview de la saison, on se disait, allez, est-ce qu'on va le retrouver ? Bah, finalement, non, on l'a retrouvé dans le même état un peu que la fin de saison dernière, à savoir un peu perdu, sorti de la rotation. Il arrive pas, Bon, bah, direction la G-League, redonne-toi un peu de temps de jeu. Je pense qu'il partira quand l'occasion se présentera, ou à moins que les Knicks le cut. C'est dommage parce qu'il se traîne quand même le côté... t'es la pièce maîtresse du trade de KP, donc il y a quand même une déception par rapport à ça. Mais à un moment, faut être réaliste et se rendre compte de l'état dans lequel le joueur est et de la concurrence qu'il y a en face de lui. Aujourd'hui, il est complètement sorti de la rotation et voilà. Il ne pourra pas y rentrer, là, l'équipe tourne. Et Je vois pas comment, ou à part des blessures, et puis ça peut aller vite, mais quand même, la dynamique n'est pas du tout à son avantage. En plus, sur un poste où les joueurs, c'est là où on a le plus effectif, en fait. Hein. C'est le poste le plus fourni. Ouais, sachant que Rivers peut aussi descendre, comme le disait Laurent tout à l'heure, au poste 1. Bien sûr. Et je pense qu'il préfère mettre Rivers au poste 1 que D.S. Smith aujourd'hui. Bon, bah voilà. Oui. C'est plus de garantie. Donc on a parlé rapidement de Payton, mais voilà. Ouais, Payton, pour revenir dessus, les gars, très rapidement. Payton. Compliqué. Titulaire. Mais titulaire. Bah, il apporte une certaine, je sais pas comment dire. Il apporte pas de shoot à 3 points, ça c'est certain. Il apporte pas de shoot du tout. Non, mais... Ouais, si, c'est. Bon, le shoot c'est compliqué, mais du drive. Au drive. Oui, beaucoup. Même mi-distance, il est catastrophique. Je crois que c'est un des meilleurs, à part la Melo Ball peut-être, au niveau shoot, il est catastrophique. Il a juste du lay-up. Mais sinon, en shoot, c'est vraiment... Il y a une personne qui en parlait très bien. Vous savez qui c'est ? Un commentateur qui en parlait très bien. Wolf Frazier qui disait « Ce mec, Elfrid Payton, il est arrivé dans la ligue, bon, il avait un shoot moyen, quoi. » On va dire autre chose. Et aujourd'hui, bah, il a un shoot moyen, quoi. Exactement. En gros, il a pas spécialement progressé à ce niveau-là. Donc, mais par contre, il force pas. Ouais. Ça dépend. Il y a des fois, il croque et ça fait chier. Ou il croque ou il est ouvert, tu vois. S'il est ouvert,
bon, c'est encore autre chose. Non, moi je trouve. Il est ouvert, mais quand Payton est ouvert à 3 points, tu sais que c'est rebond défensif pour l'équipe adverse, donc faut mieux peut-être. Non, mais c'est Noël quand il plante. Après dans ses choix de shoot, il connaît très bien ses limites, il en a conscience. Et moi, c'est là-dessus que je voulais appuyer. C'est qu'effectivement, par du drive, par beaucoup de lay-up, par son petit shoot là, 2-3 mètres du cercle où il a l'ascendant physique sur le meneur adverse et il parvient à s'imposer physiquement. Mais moi, ce qui m'embête, tu vois, avec Payton, c'est même pas. Je vais même pas parler de ses qualités, ses défauts, il a plus de défauts que qualités pour moi. Le problème, c'est qu'en ce moment, quand il est sur le terrain, l'équipe est souvent menée au score. C'est pas rien. Et que tu es obligé de faire rentrer. Le mouvement de ballon n'est pas le même. Ouais, tu es obligé de faire rentrer IQ. Et IQ, quand il rentre, je suis désolé, on est des fois à -6, -8. Et après, tout le monde dit ouais, avec lui, on est repassé devant. Mais c'est pas normal. Tu devrais pas être dans cette. Tu devrais pas être comme ça. Là-dessus, mais par contre, le fait qu'il tienne encore sa place de titulaire, après c'est un choix de rotation, mais il apporte aussi quand même certaines interceptions en défense. Le mec est chiant à jouer, et c'est là-dessus où il assoit son statut. Donc et en même temps, ça permet aussi d'avoir peut-être beaucoup plus de tickets shoot pour un Julius Randle, pour un RJ Barrett. Ouais, mais pour moi, c'est le poste le plus faible titulaire aujourd'hui, tu vois. Notre poste pour un titulaire. Ouais, poste 3 pour moi. Bullock est meilleur défenseur que Payton aujourd'hui. Ça, c'est entre les deux. Mais bien sûr, il va falloir renforcer le rooster à un moment donné, on y viendra. Mais ouais, c'est une sorte de garantie défensive, voilà. Il apporte certaines choses. Par contre, moi, c'est sur l'animation. Je trouve que c'est pas le même rythme. Il y a beaucoup moins de mouvements de ballon. Il joue des fois avec des œillères quand même. Ok, très bien, il arrive à driver, il arrive à mettre des paniers proches de l'arceau, mais voilà, vis-à-vis du jeu et de la façon dont le ballon bouge avec les autres joueurs qui l'entourent. Hein, Non, mais ça là-dessus, il n'y a pas de sujet, je suis d'accord avec vous. Hein. Et puis il est lent, moi je te dire, dans le terrain adverse, je trouve pas super rapide sur ses prises de décision, là où d'autres vont être plus rapides. Et même Payton, je vais te dire, pas Payton, Randle, franchement, des fois, il distribue mieux que lui. Quand il est sous le panier. Non, mais. C'est un point forward, c'est ça. C'est à la LeBron, quoi. Bah, ça se matérialise par le nombre de passes, hein, les gars. Ouais, voilà. Et je pense que Payton, il est en sur-régime. Là. C'est pas. On va pas tirer sur une ambulance. Tout le monde voit que c'est un problème. Et, il tient par sa défense, Randle. Payton. Quand tu vois qu'ils défendent sur nous, il n'y a pas de joueur qui se met sur Payton quand il est ouvert. Il est souvent ouvert, il n'y a pas de joueur qui va sur lui. Ce qui veut dire que tu as 5 joueurs pour 4 joueurs d'Enix. Parce qu'en fait, on le laisse tout le temps ouvert, l'équipe adverse Payton. Parce qu'à part quand il est sous le panier, où là, il y a son gars qui est en vis-à-vis. Mais sinon, quand il est ouvert, tout le monde le laisse. Tout le monde sait qu'il est nul. Et ça, du coup, c'est pour ça qu'on a un déficit souvent au score. Parce qu'en fait, on se retrouve à attaquer à 4 en vérité. Sauf quand il drive. Mais il drive pas tout le temps, pas souvent. Il n'est pas tout plus extraordinaire là-dessus. Donc, c'est vrai que moi, je vais attaquer le sujet Quickley. Il y a une vraie différence quand Quickley est sur le terrain. Alors, on ne va pas commencer à s'enflammer et dire que voilà, c'est le meilleur joueur et tout ça. Mais il y a une différence dans le rythme et il y a une différence dans la défense adverse parce que Quickley, tu ne laisses pas ouvert. Il shoot et il sait shooter. Donc, du coup, l'équipe adverse ne peut pas se mettre à 2 joueurs sur Randle ou 2 joueurs sur Barrett ou 2 joueurs sur un autre joueur. Il y a des espaces pour les autres, c'est certain. Exactement. Le spacing n'est pas le même quand Quickley est sur le terrain. Alors que quand c'est Payton, mon gars, il s'en fout. C'est la pièce en l'air. Tu te dis, vas-y. De shooter. Là où quand même dans son utilisation Thibodeau est lucide, c'est que Payton, ça y est, il finit plus les matchs, les gars. Ouais, en termes de répartition des minutes, c'est plus pas lui qui a le plus de minutes maintenant. Quoi. Ouais, ça y est, il a plus de minutes depuis 2-3 matchs. Donc après, être starter, c'est si grave que ça au final. C'est ça, on dit le plus important, c'est ceux qui terminent le match. Quoi. Et après, ça rejoint, alors je sais plus qui l'avait dit, soit, je sais plus, je crois que c'était Juju qui avait parlé d'impact défensif que tu mettais en début de match, quand on parlait de la rotation de Bullock et de Burks notamment. Là. Payton, c'est un peu le même principe quoi, entre Payton et Quickley. C'est, voilà, tu t'imposes déjà par ta défense et ensuite après, au fur et à mesure de la physionomie du match, ben, le temps de jeu s'amenuise pour, on va dire, les impact players défensifs. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de choix finalement au poste 1. On avait Dennis Smith, on a dit il est à la cave. Il y a Frankie, on n'en a pas parlé, mais c'est pareil et ça va pas s'arranger. Frankie, parlons-en maintenant, Frankie. Frankie, les gars, alors au début, je l'ai beaucoup couvert, notamment sur Instagram, parce qu'on me posait les 10 000 questions. Pourquoi il joue pas? Bon, les gars, il est blessé, en torse au genou. Il y a eu de ça. C'est compliqué. Puis,
Le gars, tu vois qu'il est plus out, qu'il est potentiellement, tu le vois en tenue sur le bord du terrain, il rentre pas. Alors tu dis, bon bah les gars, il revient d'une entorse, il y a pas forcément... Voilà, il y a Quickley qui fait le taf, Payton qui est installé, c'est difficile pour lui de rentrer et de casser une dynamique. On a des matchs serrés, on n'est pas sur des blowouts, donc bon. Mais là maintenant les gars, moi j'ai plus d'arguments les gars. C'est bon. Désolé, je sais plus quoi dire. Non, mais aussi, faut qu'on réalise un truc, c'est que c'est fini les expériences à la Fisdale où un jour c'était un 5 de départ, le lendemain c'était autre chose. Les rotations sont installées, quoi. La hiérarchie, elle est claire. Alors, ça plaît pas à tout le monde. Certains disent j'aimerais bien avoir Frank à la place de Payton. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, Frank, non, il a pas pu montrer suffisamment la photo joueur, la photo contexte, la photo blessure, la faute à plein de choses. C'est dommage parce que beaucoup se disaient ouais, c'est un joueur avec un profil défensif, c'est certain. Avec un coach défensif, ça va marcher. Sauf que. Mais moi, j'étais dans cette optique-là en tout cas. Là, c'est une sorte de logique. Tu dis, un coach défensif, il va prendre des joueurs défensifs, normal. Ouais, sauf que Frankie, dans le peu qu'on a vu en pré-saison et au tout début avant qu'il se blesse, il était plutôt utilisé sur le poste 2. Et le poste 2, pourquoi ? Parce que Austin Rivers n'était pas encore là. Austin Rivers était blessé. Donc là, il y a le côté. Voilà, la hiérarchie elle est installée. Tout à l'heure, on a parlé de Kevin Knox qui est maintenant en DNP. Frankie, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que les vétérans, les joueurs qu'on a ramenés, les compléments, ceux sur qui on pensait être en capacité d'apporter quelque chose, ils sont là, ils sont aptes aujourd'hui. Et Thibodeau, c'est des rotations courtes. Donc, il va te donner 20 minutes à Quickley, ou 30, et puis le reste à Payton. Il n'a pas besoin d'avoir 3 meneurs, et il va pas non plus venir concurrencer RG sur son quota de minutes par du Frank. Donc, c'est dommage, c'est triste, c'est tout ce qu'on veut. C'est du gâchis, je ne sais pas. Mais Frankie, ça sent plutôt la fin que le renouveau avec Thibodeau, pour moi. Il n'y a aucun signe qui montre une envie de le remettre sur la piste, en fait. Même pas de déclaration qui essaye d'arrondir les angles. Et puis tu veux le faire jouer où, comment ? Aujourd'hui, tu as deux joueurs de meneurs. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour lui aujourd'hui. Au poste 2, c'est pas son rôle et il n'apporterait rien. C'est très compliqué. Il peut défendre, il est assez grand, donc. Mais voilà. Il a besoin aussi de scoring de temps en temps. Et du coup, Thibodeau, c'est un mec qui joue entre 8 et 10 joueurs, pas plus. Là, il a ses 10 joueurs. Très compliqué. Et moi, je vais te dire, on le défend depuis des années, mais à un moment donné, ça fait 4 ans que tu es en NBA. Le constat, avec n'importe quel coach, qu'il soit bon, qu'il soit défensif, qu'il soit pas bon, tu joues pas beaucoup, tu réussis peu. C'est pas que de la faute du staff, c'est pas que de la faute il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses. C'est la carrière d'un joueur. Je l'aime bien plutôt ce gamin, tu vois, je lui souhaite de réussir. Mais je pense qu'il faut qu'il parte de New York lui aussi. Peut-être que dans une autre équipe, avec un Tourner la page, ouais. Faut pas oublier qu'il a été drafté très haut. Ça crée de l'attente et des fois au-delà du jeu raisonnable. Ce que peut proposer le joueur, quoi. Et du coup, là, franchement, je pense que Franck, il faut mieux qu'il parte. Et sinon, il aura des miettes toute la saison. S'il reste, il aura mais c'est ça, de toute façon, c'est ce que j'allais dire. Moi, de toute façon, il n'y a pas 10 000 perspectives pour lui, les gars. C'est soit il y a un blessé dans la rotation de son poste, ou soit c'est merci, au revoir, les gars. Ouais. Et rappelle-toi que quand il y a eu des blessés, on a fait des matchs où on a eu 7 joueurs qui ont joué cette saison. 7 joueurs. Et il y avait des joueurs sur les Bradzeki, c'est pour ça qu'ils n'avaient même pas fait jouer. Je pense que Thibodeau, il préfère jouer à 7, voire à 8, que faire jouer des joueurs à qui il n'a pas forcément confiance. Voilà, et même dans le garbage time, tu le vois pas sortir. Ah non, c'est vraiment, c'est pas le côté, bon allez, je te donne des minutes parce que faut maintenir impliqué tout le monde. Les gens à qui je vais donner du temps, eux, je vais les développer. Les autres, ils comptent pas dessus. C'est comme ça. Voilà. Les plus optimistes vont nous dire qu'il ne le fait pas rentrer ne serait-ce qu'une minute pour pas le tuer mentalement. Oui, et Thibodeau estime qu'il n'est pas encore à 100% notre ami Franck. Peut-être qu'au niveau physique, il est pas au top non plus. Mais... Voilà, ça peut être la vision des plus optimistes. Moi, c'est pas celle à laquelle j'adhère, tu vois. Mais vous connaissant Thibodeau, je ne pense pas que ce soit ça. Thibodeau, c'est pas ça. Ouais, on verra. Franchement, faut tourner la page. Faut tourner la page. Et au pire des cas, au mieux, on aura peut-être une surprise. Il va nous le ressortir s'il est vraiment à 100% physique. Mais moi, franchement, je pense que je n'attends rien de Franck cette année avec Thibodeau. Je sais pas, surtout qu'à ma trade deadline, il soit dans un package. Je sais pas lequel. Avec Knox. Ouais. Tu vas trader ça contre qui ? Contre pourquoi Non, mais un package Smith, Knox et Nikina. Wow. Ça fait rêver ou pas ? Pour récupérer, ben voilà, je ne sais pas. Un tour de draft. Allez hop. Non, mais souhaitons-lui le meilleur.
ailleurs, qui tourne la page, qui retrouve ses capacités physiques. Il a que 22 ans, c'est pas non plus tu vois, un joueur de... Mais il a 4 ans d'expérience quand même, le gars. Hein, ouais, mais des saisons qu'il a pas fait au complet. Hein. Ouais, voilà, mais il y a un gamin... Je veux pas trouver des circonstances atténuantes, mais c'est un fait, il a jamais fait des saisons complètes. On va parler de Quickley, je pense, et lui, en 12 matchs, il a montré plus que Nick Nurkic en 4 ans. Voilà. En peu de matchs, il a scoré déjà plus de 30 pions, c'était mieux que RG quand même, mine de rien. Et le côté affectif français, au bout d'un moment, ça tient 5 minutes, mais il faut arrêter. Là, enfin, moi, je suis fan d'Enix avant d'être français. Avant de voir la nationalité du joueur, c'est ce qu'il apporte à l'équipe. Aujourd'hui, ça ne matche pas. Voilà, il y a un gamin qui est là, qui est rafraîchissant, qu'on n'avait pas vu venir. Parce que quand on en a parlé au dernier podcast, je le connaissais même pas, le gars. Et tu te dis, bon. T'étais pas le seul. C'est CBS Sport qui le classait en D+, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais déterminé que c'était mon chouchou, les gars. Bon choix, très bon choix. T'as remplacé Dodson par Quickley, t'es un bon choix. Qu'il allait être meneur, même le Knicks, ça savait pas, je crois. Donc, non, mais c'est clair, c'est au-dessus de toutes les espérances, les gars, on va pas se mentir. Là, la série qu'il est en train de faire, c'est juste impressionnant. Je sais même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Il a eu qu'un seul réel trou. Il y a eu qu'un seul réel trou d'air. Plus contre qui, où il fait 1 sur 11 là. Ouais. Bon, bref, il y a eu qu'un seul trou d'air. Ouais, voilà. Mais le gars, la confiance qu'il a, son geste, les gars, son flotteur, il fait trop mal. Il fait mal ce flotteur à chaque fois qu'il part là. Et puis il chope des fautes. Aussi. Il est en triple menace constante. Tu peux pas le laisser derrière la ligne. Tu peux pas le laisser pénétrer. Il est lucide pour ressortir la balle. Il temporise le jeu. Et les gars, c'est un meneur. Pour moi, c'était un poste 2. C'était du gars qui va nous apporter derrière la ligne à 3 points. Moi, j'étais resté là-dessus. Et les gars, c'était notre meneur de jeu. C'est notre meneur de jeu, les gars. Et puis c'est surtout que, franchement, aujourd'hui, quand il rentre sur le terrain, il y a une vraie différence, quoi. C'est incroyable. Ça va vite, ça lâche la balle, le gars il te met des shoots du parking. Et putain, quand il avait les Bulls là et tout, quand il rentre, des fois on est à -12, il ressort, on est à +4. Tu dis putain, mais c'est qui ce gars? Au début, tu peux te dire. Les gens ont appris à le connaître, hein. C'est le buzz du moment, c'est le chouchou du moment. C'est le joueur préféré de tout New York. Ouais. Je me plaignais moi au début du podcast en disant les pivots ils sont pas assez servis. Avec lui, si. Au niveau de l'animation offensive, alors des fois l'adresse, ça va, ça vient, il croque un peu, ok. Mais il a pas peur de prendre ses tickets shoot et ça lui réussit plutôt bien. Donc voilà, ce côté triple menace. Et puis il fait jouer les autres aussi, quoi. Donc c'est juste un régal, quoi. Comment pas être fan du bonhomme? C'est un chouchou. Le mec, personne l'attend. Il est 23, 24 jours pic de draft, je sais plus exact. 25. Ouais, 25. Mais tu vois, ça se trouve, le fameux move qu'on n'avait pas compris de Leonoro, c'était peut-être pour l'avoir. C'est pour ça, mais bien sûr. Là, on est passé pour des blaireaux à changer 4-5 fois le pic, mais parce qu'on voulait vraiment passer, quoi. En tout cas, ce qui est rassurant, et pour aller dans ton sens, Juju, là, ce qui est vraiment rassurant, c'est que le gars, il a réellement été scouté. Là, c'est une évidence. On voulait ce mec-là. Il vient de Kentucky. Il y a des gars de Kentucky qui sont venus dans le coaching staff et à mon avis ils l'ont vu en disant non mais ce gars est fort. Tu vois, ils le connaissaient l'année dernière, ils ont encadré l'année dernière. Donc, ce gars avait pas été mis trop en valeur, tu sais, c'est la petite pépite et puis merde, pour une fois que c'est nous qui venons inscrire à la draft. C'est pas la première fois. Pour être Lenny. Mitch Robinson, c'était pas mal en termes de style. J'avoue que là, ça fait deux petits joueurs sympas. Je pense qu'IQ est potentiellement plus fort, en tout cas, ce qu'il montre là que Mitch, en restant mesuré, même si j'ai envie de m'enflammer un peu aussi, comme tout le monde. Franchement, ça fait kiffer. Franchement, dès qu'il est sur le terrain, d'avoir une petite pépite en disant c'est bon, nous on l'a drafté, on n'a pas échangé 42 joueurs pour avoir ce joueur. Ça fait plaisir, franchement, ça fait kiffer. Kiffons un peu de temps en temps, kiffons un peu, quoi. Et je me revois encore dans les podcasts, notamment de la saison dernière, où on parlait de peu de joueurs qui nous donnaient réellement envie de regarder un match d'Enix, et on parlait de Marcus Morris dans cet esprit-là. Les gars, cette année, l'attraction, c'est Quickley. Quickley, il rentre sur le terrain, il se passe toujours quelque chose, les gars. Puis même dans l'attitude. Et il a déjà, en plus, moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est que avec ses traits juvéniles, il a quand même ce vice. Le nombre de fautes qu'il provoque comme ça, tu sais, genre en sortie d'écran, il va s'arrêter, mettre son cul en opposition, provoquer quelque chose. Il laisse traîner les pattes pour les son petit flotteur, son petit flotteur, j'insiste, c'est un trip. Au début, tu le vois, premier match, tu dis, oh non, attends, c'est fou.
il en met 1, il en met 2, il en met 3, mais en fait, tu t'aperçois match après match que gars, c'est son move en fait. Et t'as vu son vice quand il va à 3 points, qui provoque la faute, il en fait des tonnes avec ses bras, il a la faute, hein, il a fait 3 shoots, très bien. Et le gars, c'est un rookie. Hein. Non, il régale. Et puis il est revanchard, parce qu'il a dit, j'ai toujours été sous-estimé de toute ma carrière, à chaque fois, on m'a toujours mis un peu plus bas qu'eux. Là, il était sous-côté chez les rookies, D+, c'est quand même une sale note. Tout le monde parlait que de Toppin, mais normal, hein, même nous, on sait pas. C'est légitime, oui. À New York, c'était Toppin, il est plus en tête d'affiche, là, c'est IQ, et puis dès qu'il est sur le terrain, comme tu dis, waouh, tu prends les popcorn, t'es heureux là. Tu te dis, tu vois, même s'il y a un ou deux loupés, un ou deux tirs forcés, ou d'un coup, sur un coup de tête, il va shooter du logo, tu dis, oh, calme-toi, garçon, c'est bon, tu vois. Mais voilà, il se passe quelque chose. L'action d'après, il fait kiffer, il fait un +1 en plus. Voilà, exactement. Non, c'est clairement, d'après ce qu'il démontre, il n'a pas à rougir vis-à-vis des autres rookies. Moi, je suis désolé. D'accord, par rapport au temps de jeu et d'où il commence, parce que lui, il commence en étant vraiment timide dans la rotation au début. Il n'a pas beaucoup joué. C'est vrai. De Rivers, c'est de je ne sais plus qui fait que bon, on l'essaye à la main. Et là, tu t'aperçois que non, c'est pas l'essayer. Le mec, première fois où il est à la main, il éclate tout. Et Thibodeau se dit, bon, je vais peut-être le réessayer à la main. Et au fur et à mesure, il a croqué au fur et à mesure. On lui a pas donné 25 minutes tout de suite. On lui donne 5, 6, après 7, 8, après 10, 12, tu vois. Et à chaque fois qu'il a eu ses minutes, à chaque fois, il était bon. Enfin, je crois qu'il y a qu'un match où il se loupe un peu, mais sinon, à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, tu lui fais confiance, il te redonne ta confiance. Non, c'est le rayon de soleil qu'on n'attendait pas, clairement. Mais déjà, dès la pré-saison, hein, moi, j'ai pu être invité sur le podcast Nickercaster, d'ailleurs, petite dédicace au passage, et on en avait parlé. Sur la fin de la pré-saison, voilà, il avait déjà commencé à régaler. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce Immanuel Quickley, ce IQ. Et puis, voilà, la saison s'est lancée. Bon, il est un peu rentré dans le rang au niveau de la rotation, normal. Il a été blessé sur quelques matchs. Là, il s'était pris un tampon sur c'était quoi, Miles Turner sur la hanche, donc bon, du coup ça l'a mis un petit peu sur la touche, mais quand il est revenu, même mort de faim et tout, et puis c'est un bosseur. Je crois que c'est lui qu'on a retrouvé après un match où il était en vrac au shoot, continuer à faire des séances de shoot à je sais plus quelle heure, ou même après un road trip à 3h du mat, le mec il poste sur Insta, je suis à la salle, je vais m'entraîner. Mais ça c'était après son 1 sur 11, ouais, mais c'est typiquement le truc qui plaît à Tibbs, quoi. Tu vois un mec comme ça, un jeune qui veut ses minutes, qui veut prouver, et qui, quand il est sur le terrain, il se pose pas de questions. Il va réussir, il va pas réussir, mais il va jouer sans retenue, et c'est juste super, quoi. Et tu vois l'attitude des adversaires, quoi. Sur les 2 derniers matchs, ça commence à checker les mecs d'en face. Lillard qui vient de checker. Chose qui n'existait pas sur les premiers matchs. Là, sur les 2 derniers, les gars, ils commencent à se son monde. Et tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, quand les adversaires parlent, ils en parlent de RG et de IQ, puisque c'est les deux, on parle pas mal d'IQ aussi. Les gars te disent, non, mais il est fort. Non, mais non, c'est un bon joueur. Non, il a un truc. Franchement, il y a un truc. C'est pas genre un gars qui s'enflamme sur 3-4 matchs, tu te dis, typiquement Knox qui va prendre chaud sur 2 matchs, tu te dis pas, bon. Non, lui, il y a vraiment quelque chose. Et en plus, quand il rentre, il y a le côté rafraîchissant, mais tu sens qu'en plus, ce qui est ouf avec lui, c'est qu'il tire l'équipe vers le haut et qu'il va tirer tout le reste du roster va être tiré par. C'est pour ça que ça contraste vachement avec Payton, qui est le meilleur titulaire. C'est plus terne quand il est là, alors que lui, comme dit Joe ou Lo, je sais plus qui, c'est un rayon de soleil. Et quand il est sur le terrain, tu sens un dynamisme, tu sens quelque chose de, je sais pas, un sourire, tu vois. Tu sens que les mecs, c'est bon, c'est agréable à jouer. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une différence. En moralité, on kiffe. Et je sais pas si t'as pas une question justement, Laurent, sur Quickley. Oui. Alors, il y a la question du style de draft. Je crois qu'on est tous d'accord sur le sujet. Style de draft, on est d'accord. Rookie of the Year, ça vous paraît trop? Non. Compliqué quand même. Mais avoir la production statistique à la fin de la saison, quoi. Parce que s'il rivalise avec des Lamelo Ball, la régularité aussi. Il n'y a pas de rookie. Il n'y a pas de rookie qui est extraordinairement unanime cette année. Tu vois, il n'y a pas un mec qui tu dis Jamorant, Zion. Là, on est encore sur du buzz pour certaines têtes, en fait, tu vois. Ouais, voilà. Le gars de Minnesota, je ne peux pas trop en parler, j'ai pas trop suivi. Lamelo est quand même hyper inconstant. Il y a du talent. Ouais, il y a le gars de Golden State aussi. Non, Wiseman, non. Franchement, je pense pas.
Et il faut voir aussi que là, Quickley, il est à combien? Il est à pratiquement 12 points là, de moyenne. Et il joue Quickley, ouais, il a 12 points, mais il joue 19 minutes. Mais ça fait que monter au niveau des minutes. Voilà, il joue de plus en plus. Imagine que dans les 40 prochains matchs, il fasse 25, 26, 27 minutes, qu'il tourne à 15 points. La question sera possible. Alors, je ne sais pas qui va l'être, mais en tout cas, c'est un candidat. Il apparaissait là sur les premiers mois dans aucun board des rookies proposés. Je pense que là, la mire va être réglée. Et il a sacrément le profil d'un rookie du mois déjà, le mec. Hein. Et puis, t'es à New York, hein, mon gars. À New York, ça va pousser. Hein. Et les médias, les trucs, au bout d'un moment... il a la couve des journaux, là où les Nets font un petit encart tout ridicule, quoi. Donc, il a l'attention médiatique. Et pour l'instant, la pression, il connaît pas, quoi. Ce que dit Joe, c'est le joueur dont on parle le plus à New York en ce moment, alors que Durant, Irving de l'autre côté. Et on parle de Quickley bien en avant. C'est très bien, d'ailleurs. Non, c'est la Quickley mania. Je sais pas comment on dit, la Queen Sanity. Et du coup, starter ou pas starter, moi, je me dis que en sortie de banc, franchement, c'est très bien. N'allons pas le griller trop vite non plus. Il a cette liberté. C'est parfait aujourd'hui dans le rôle dans lequel il est, quoi. On parlait de dédicace tout à l'heure, là. Je me suis exprimé sur le sujet avec la famille là, NBA avec un H que l'on suit sur Insta et sur Twitter là. En fait, on parlait d'Emmanuel Quickley et de son utilisation et effectivement, moi, le fait qu'il soit utilisé non pas en titulaire mais on va dire dans la seconde unité, déjà il apporte des solutions supplémentaires quand il est sur le terrain. Il bénéficie de plus de tickets shoot parce qu'il a rarement Randle dans les pattes, il a rarement Barrett dans les pattes. Donc ça lui laisse la porte ouverte à pas mal de tickets shoot. Après, moi, tant qu'il finit les matchs, les gars, pour l'instant, je remets pas. Ça me fait pas vriller le fait qu'il soit pas titulaire. Mais par contre, au fil du temps, il va falloir bien se rendre à l'évidence, quoi. Je pense que Thibodeau le sait. Mais Thibodeau le sait déjà. Il veut peut-être le couver encore un peu, pas l'exposer trop, pas le griller, parce que tu sais, il y a le rookie wall qui peut arriver. Évidemment. Il passe de rien à tout du jour au lendemain. Et comme tu dis, tant qu'il finit les matchs, ça veut dire que Thibodeau lui fait grave confiance au final. Ouais, et peut-être pas l'exposer trop, pas trop de pression, et puis aussi pas lui gonfler un peu la tête, on sait jamais. Hein. Oh, il a pas le profil, le garçon. Ouais, mais bon, tu sais pas. Et puis tu sais, à New York, les médias sont déjà en train d'en mettre une couche. N'allons pas trop vite avec lui. Laissons-lui la liberté qu'il a en seconde unit. C'est le leader offensif dans l'animation, donc super. Après, il faudrait renforcer ce poste 1. Peut-être qu'on va pouvoir parler de ces histoires de rumeurs qui arrivent ou pas. Mais du coup, en backup à la Lou Williams. D'ailleurs, il paraît que c'est un de ses joueurs préférés. C'est pas mal, quoi. Moi, il me fait aussi un peu penser à du Jamal Crawford, avec peut-être un peu moins de cross, mais dans le côté longiligne et puis feu follet. Ouais, second, être remplaçant. Tant que tu as tes minutes, c'est pas un gros mot. Tu sais qu'en seconde unit, il bénéficie aussi du fait d'être avec Rivers, qui a une petite expérience. Ouais, ça c'est bien. Les deux ensemble, c'est pas mal, tu vois. Et en principe, ça lui fait des match-up un peu moins compliqués. Voilà, aussi. Et l'air de rien, les deux ensemble, ça match plutôt bien. L'autre a pas peur d'avoir la balle entre les mains, donc ça peut aussi lui libérer un peu de pression quand il a la balle et se dire, bon, je la passe à Rivers, lui aussi peut créer. Il n'est pas obligé de créer constamment le jeu. Et du coup, ça lui permet aussi de se retransformer en shooter sur quelques phases. Donc, l'air de rien, ça lui permet d'apprendre le taf et voilà, de continuer. Il a un bon handle, mais c'est pas non plus le meilleur handle du monde. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec Joe. La seconde unit, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Et je suis d'accord avec toi, Joe. Il finit les matchs, tant mieux. T'es d'accord avec tout le monde? Non, c'était clair. C'est clair. Là, vous avez dit des bonnes choses. Je vais pas être contre vous. Messieurs, le temps passe, c'est l'heure. Le dernier mot, messieurs, dernier tour de table, histoire de boucler la boucle et conclure notre nouvel épisode. Petit mot de la fin pour Juju. Merci à tous qui fait la saison. Il y a des très bonnes choses qui se profilent pour les Knicks et ça fait vraiment plaisir de repartir sur une nouvelle dynamique. Merci d'avoir écouté ce podcast qui doit être encore très très court. Et on espère que ça vous aura plu. Envoyez-moi Julius Randle au All-Star et puis continuez de kiffer IQ. Tout simplement. Et puis, de toute façon, les gars, il est temps de kiffer 2 minutes. On a mangé un petit peu notre pain noir, surtout en termes de fond de jeu durant ces dernières saisons. Là, on se remet un peu à vibrer. Est-ce que ça va durer? Je l'espère.
Mais quoi qu'il arrive, on ne lâche pas. Plus que jamais, vous nous soutenez. Ça se traduit dans les réseaux. Votre soutien est palpable. N'hésitez pas à monter dans le bus aussi, hein, dans le bandwagon. Là, on vous prend. Vous êtes tous la bienvenue. Ça va. Mais par contre, un truc qu'il ne faut absolument pas oublier. Nix un jour, Nix toujours les gars. Et on est toujours ensemble. Voilà, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. On se retrouve prochainement sur les mêmes ondes. Merci beaucoup Johanny. Merci Laurent, merci à vous. Merci beaucoup Julien. Salut les gars. Et passez une bonne fin de soirée, une bonne journée à vous. Au revoir et à très bientôt. Ciao ciao. I always will be a Knick, always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.